Envie de dire, pensée printemps, D'espoir surtout. hein, pour remettre un petit peu le couvert sur la politique et notre très très cher Emmanuel, euh, le très saint Emmanuel, qu'on adore bien évidemment. Le mec est fou. Calmez-vous. Je vais vous couper, monsieur. Vous êtes bien autour du jeu, votre podcast d'actualité ludique et participative. Je suis ravi de vous retrouver pour parler aujourd'hui de sujets un petit peu plus légers peut-être que ceux des derniers mois. On va entre autres se concentrer sur les éditeurs qu'on considère comme des espoirs ludiques à surveiller en 2025 et au-delà, avec un petit palmarès. Alors Kevin, tu es là comme toujours à mon chevet. Je me suis promis pour cette émission de ne pas faire de blagues en te présentant, mais du coup je garde la blague que j'avais prévue pour la prochaine fois. Sois prêt à tout. Et je compte sur ta réactivité face à l'imprévu. C'est la 20e émission d'Autour du jeu. Et du coup, j'ai fait des petites recherches. Donc l'émission a bientôt 5 ans, parce que c'est une émission qui a été très très irrégulière. Elle sortait vraiment une fois par mois au début, puis après ça s'est essoufflé par manque d'invités. Ensuite, vous êtes arrivé. Et donc, vous êtes là depuis 3 ans. Je sais pas si tu te souviens de votre première, qui était même pas dans un podcast officiellement. C'était une vidéo qui s'appelait « Faut-il payer ces jeux moins chers ?» Et tu venais d'emménager, je crois, dans ton ancien appartement. Et c'était assez grandiose puisque je vous avais demandé de présenter la chaîne et il y avait eu un blanc interminable. Chaîne Les Ludovores. Bonjour à vous deux. Est-ce que vous voulez commencer par présenter peut-être votre chaîne en 2 mots à ceux qui ne la connaissent pas? D'accord, ça commence bien si on se file la parole l'un l'autre. Ok, bah voilà, donc Kevin, et puis moi c'est Xavier. Donc voilà, vous étiez quand même, je trouve, beaux comme des élèves des premiers de la classe. Et moi aussi, tu me diras, hein, pourquoi pas. Mais voilà, On a donc vieilli, oui, on a mal vieilli, je trouve. Et on dirait presque que j'ai un filtre Snapchat sur mon visage. Bon bref, voilà, des souvenirs. Pour ceux qui sont en podcast, c'est moins intéressant. Donc on n'ira pas plus loin. En tout cas, vous êtes là depuis mai 2022. Et qu'est-ce qu'on a évolué depuis? En bien, Voilà. en Bonjour, mal, Simon. laissez un En bien, en commentaire. mal, je ne sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'en off, on n'était pas un petit peu aigri avant de commencer l'enregistrement? Est-ce qu'il n'y a pas des tapes qu'on va effacer et essayer d'enterrer? Est-ce qu'on n'est pas un peu plus aigri maintenant Ah bah je sais pas si on y reviendra tout à l'heure, mais c'est la teneur du discours dont je t'avais parlé hier. Hein. On est venu me dire, est-ce que tu penses pas que t'es trop négatif dans tes vidéos en ce moment? Et la remarque est pas stupide en fait. La remorque non plus d'ailleurs. Quand tu prends un petit peu de recul, c'est vrai, je me dis tiens, est-ce que je suis pas un petit peu. Mais en même temps, tiens, excellente remarque. Cette vidéo il y a 3 ans, c'était déjà, oh les gens en ont marre, c'est trop cher, ils baguent plus. C'est-à-dire qu'en fait, on est les cavaliers de l'apocalypse. On est comme ça depuis le début. Juste, ça se voit plus maintenant parce que je le mets dans le titre. Mais je sais pas si j'ai changé tant que ça quelque part. Et vous remarquerez qu'à chaque fois que moi je propose un petit concept dans les vidéos, c'est toujours beaucoup plus positif tout de suite. C'est vrai, c'est vrai. Comme aujourd'hui, c'est encore un On petit est concept. dans la bonne humeur. Oui, exactement. On va essayer en tout cas. Même si d'ici à ce qu'on arrive à ce moment-là, on aura 2-3 bricoles à raconter quand même. Allez, on commence avec notre actualité à nous, hein, ce qu'on a fait ce dernier mois. Et je commence par la grande nouvelle qui est que j'ai bien reçu la baie des marchands. On en avait parlé la dernière fois, donc les extensions de la baie des marchands du maintenant décédé Final Frontier qui n'a livré que partiellement ces extensions, parce que ça fait partie des jeux qui étaient passés sous le tapis, ou en tout cas à la trappe, suite au défaut de paiement de l'éditeur. Je sais qu'en France, tous ceux qui ont payé une petite rallonge l'ont eu. Enfin, petite. Il y avait peut-être, je sais plus, 20 €, je crois, ce qui est quand même pas dégueu, mais bon. Ah, c'est pas rien. C'est pas rien. Ceci étant, en fait, c'est vraiment le logisticien Hyper Logistique qui a fait l'effort d'aller rassembler les boîtes, les mettre dans un camion et les amener chez nous. Ouais, donc j'avais dit que je trouvais ça plutôt bien comme démarche de la part du logisticien. Au final, alors, on va parler juste après de Legends Academy, puisque vous m'avez demandé de faire un retour dessus dans les commentaires. Là, pour le coup, le packaging et le matos, alors il est derrière moi, on le voit pas, il est là. C'est vraiment impeccable. On n'a pas l'impression, c'est pas l'œuvre d'un éditeur mort. En tout cas, à l'époque, il était pas mort. D'ailleurs, il y a même des stickers dedans, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait même des sous prévus pour faire des autocollants. On en est revenu, je pense qu'ils auraient bien voulu récupérer ces sous-là maintenant. Malheureusement aussi, et ça doit se voir un tout petit peu, la big box, elle est absolument gigantesque, donc elle est absolument intransportable, et ça fait partie un petit peu de ces tendances maintenant sur les all-in.
mais il y a beaucoup de modules dedans, hein. Donc bon, voilà, j'ai reçu un jeu qui est en parfait état de marche. Ils ont même pris la peine de envoyer tous les livrets en français avec les errata inclus. Donc moi qui avais la base en VO et qui était un peu triste finalement d'avoir un jeu en deux langues, j'ai tout en français à jour, donc je suis vraiment ravi là-dessus. Voilà, si vous n'avez pas fait, enfin si vous étiez pas sûr de faire le paiement pour recevoir le jeu et que peut-être il est encore temps, je vous assure qu'en termes de qualité, voilà, c'est un jeu qui est aussi bien que l'original. Et c'est vraiment agréable de pouvoir tout ranger dans une grosse boîte qui est plutôt bien organisée. Je me demandais, Kevin, c'est la question que j'allais te suggérer. On voit qu'il y a quand même énormément de modules dedans. Au-delà de, vous savez, c'est plusieurs marchands. En fait, vous allez chacun incarner un marchand qui a sa petite mécanique différente, un petit peu comme Miss Win. Mais il y a aussi des modules en plus, des cartes en plus, un petit peu à l'Endless Winter. Vous savez où il y a 50 modules qu'on peut rajouter cumulativement. Et je me demandais si ça, plus l'espèce de crossplay qu'ils ont essayé de faire avec Bard's Grove derrière, est-ce que ça n'a pas participé à couler la boîte en frais de développement? Parce que finalement, tout le monde sait, enfin, que 99% des gens ne toucheront jamais à ces modules-là, qui sont parfois, je te dis, juste une carte, un pion en plus. Là, ça fait à chaque fois une règle qui s'empile sur d'autres et qui casse en plus l'équilibrage. Et je sais pas si ça valait le coup que la boîte écoulée ou pas, de toute façon. Ah, c'est facile de se faire les inspecteurs des travaux finis une fois qu'on connaît l'histoire. C'est ce qu'on fait le mieux, Kevin. C'est ce qu'on fait le mieux, bien évidemment, hein. Par plaisir. C'est un hobby pour nous, ça. C'est une partie de notre hobby, j'ai envie de dire. Ouais, le truc, c'est qu'effectivement, ça a forcément dû impacter le budget alloué au développement du jeu. A fortiori, quand tu sais que c'est un jeu qui est extrêmement asymétrique, où chacun des marchands va avoir son propre gameplay, et du coup, qui dit gameplay extrêmement différent, dit phase de test intensif, beaucoup plus poussé que sur un jeu normal, en tout cas théoriquement, s'ils veulent faire les choses bien. Donc ouais, c'est pas impossible que ça ait eu un impact, mais est-ce que c'est un impact suffisant pour aller jusqu'à mettre la clé sous la porte? Je pense que les problèmes principaux venaient pas d'ici. Non, c'est sûr. Je me dis juste que ça n'a pas dû aider. Si tu veux, je vais bientôt... alors ce mois-ci, on va un petit peu quand même continuer à évoquer cette tendance des éditeurs qui parfois se cassent la figure, et pour quelles raisons. Et je me disais, dans ma réflexion, préparant donc la prochaine vidéo, qu'une campagne qui était à $600,000 pour l'original, je crois autour de $600,000, donc une campagne très très réussie, ça incite, ça appelle quelque part l'éditeur à la surenchère, puisqu'il se dit, bon ok, maintenant j'ai une fanbase, on attend ce minimum de mois, donc je vais en faire. Sauf que derrière, Bard's Grove, il fait un tiers, il finance à un tiers, il fait $200,000, je crois, 300,000 maximum. Il y a eu pas mal d'échecs, et en fait, j'ai l'impression qu'il a brûlé ses sous, en partant du principe à chaque fois qu'il aurait le niveau de backer qu'il avait eu avec le premier Merchant's Cove, et c'est pas arrivé. Encore que, tu vois, je dis ça, mais cette extension avait même battu l'original avec $700,000. Donc, il n'y a pas de vérité absolue là-dedans, mais oui, de toute façon, les difficultés étaient multiples pour cet éditeur-là qui a été bloqué, enfin, qui a en fait investi beaucoup des sous des projets suivants dans le Merchant's Cove original qu'il n'arrivait pas à produire avec l'explosion des coûts de la logistique, tout ça, suite au Covid. Je pense aussi que c'est un petit peu mal tombé pour lui à ce moment-là. Vraiment très mauvaise langue, et c'est absolument pas légitime. Et voilà, c'est ça de choisir Domiko comme illustrateur aussi. Ouais. Alors je pense que c'est pas celui qui prend le moins. Et la plupart de leurs jeux, parce que c'était le cas aussi de Bard's Grove, étaient illustrés par Domiko. Ah non, que moi je dis ça vraiment par appréciation ou par manque d'appréciation de ces. Oui, toi tu l'aimes pas, ouais, c'est encore un autre problème. Mais en plus, je veux dire, je pense qu'il est cher. Tout ce qu'ils ont fait était très cher. Faire du crossplay sur des jeux de société, je veux dire, même le Douce Magnus le fait à un niveau industriel, je trouve ça. Enfin, qui fait ça? Dites-moi dans les commentaires si vous faites ça. Je connais personne qui va utiliser le 35e module où tu rajoutes encore un bout de plateau sous le plateau principal, et qui va utiliser les trucs des autres jeux pour. Enfin, qui emmène une brouette chez ses amis pour jouer en fait, parce qu'il faut récupérer une figurine de tel jeu et une carte de tel autre jeu pour faire du crossplay, quoi. Ah, ça fait partie de ces big box où tu ne joues que chez toi, quoi. Ou alors faut avoir un sac de transport dédié à tes gros jeux, mais c'est pas évident non plus, quoi. Ouais, tu sais que cette big box là rentre même pas dans mon gros sac de transport. Et puis il y a la lourdeur des règles quand même, hein, parce que chaque module que tu rajoutes, c'est 5 minutes de règles en plus quand même. Mais c'est ce qui, tu le vois, hein, ça fait partie de ces campagnes. On en voit de moins en moins maintenant, hein, mais c'est ce qui faisait tourner les stretch goals. Oh, une nouvelle carte avec une variante de règles. Ça a l'air cool comme ça, parce que t'es excité de ce côté un peu FOMO complétionniste. Puis derrière, en fait, tu les ranges, quoi. Puis voilà. Moi, je les sleeve même plus, moi, sur les jeux que je sleeve. Parce que je sais que ça sortira pas. Xavier et moi-même, on est très très fans de Vindication. Et on a la big box Archive of the Ancients, machin.
Et je crois qu'en espace d'un an, on a dû faire 5-6 parties, ce qui est déjà pas si mal, mais pour l'instant, on n'a pas touché vraiment aux 2 extensions. On a touché à 1 ou 2 modules par-ci par-là, parce qu'ils sont assez facilement intégrables, ils ajoutent pas grand-chose à notre règle. Exact. Par contre, les extensions, pour l'instant, on les a pas du tout essayées, quoi. Et j'avais d'ailleurs, moi, cet archive-là, il m'avait demandé d'en faire une présentation complète. Ce qui veut dire que j'avais essayé au moins une fois chaque module, et il y en a, quand tu joues, je fais, ouais, mais c'est trop bien, en fait. C'est vraiment trop bien. Mais je m'en doute. Mais tu le ressors pas pour autant, parce que c'est trop compliqué, en fait. Ouais. On s'est fixé pour objectif de les tester pendant les vacances d'été, justement. Donc on verra, mais après, comme on joue principalement à 2, lui et moi, si ça nous plaît, on pourra les ressortir assez facilement, mais c'est vrai que le premier pas de sortir des extensions pour des jeux qui sont déjà de base relativement costauds, c'est toujours un peu une galère, quoi. Et puis il y a toujours, l'émission est pas là-dessus, mais c'est quand même des jeux. Alors tu peux parler de Vindication, tu peux parler aussi de Merchant's Cove, qui reste un Eurogame, même s'il est joli et qu'il y a des trucs un peu tactiles, là. C'est des jeux qui ont quand même une courbe de progression. C'est pas des jeux que tu maîtrises en 2 parties. Donc en fait déjà il faut déjà jouer à mon avis une dizaine de parties pour estimer être un bon joueur de Merchant's Cove, tu vois, bien avoir compris les tenants, les aboutissants, l'équilibrage du truc. Avant ça, pourquoi mettre des modules en fait? T'as même pas fini d'explorer dans tous les sens du terme le jeu de base. Ouais, puis nous, on parle aussi peut-être à une niche un petit peu de joueurs, parce qu'on est plutôt focalisé sur le financement participatif, et donc on est souvent amené à avoir un public, un profil de joueurs type qui a beaucoup de jeux et qui du coup va pas forcément faire 10 parties d'un jeu, et donc va jamais vraiment devenir expert en un seul jeu. J'imagine qu'il y a des exceptions à la règle, mais moi, typiquement, j'entre dans cette catégorie-là. Il y a des jeux que je bats, que j'adore, et je vais y jouer 2 fois en 3 ans. C'est très frustrant. Bien sûr. Et en même temps, on sait qu'on va y retourner quand même, donc bon. Oui, qui reviendra de temps en temps, mais je sais pas si tu te souviens, une vieille émission, on avait dit, je crois qu'on parlait de Cloudspire, on a dit c'est le jeu d'une vie. Et en fait, pour moi, un all-in, c'est le jeu d'une vie ou d'une tranche de vie, en fait. Sauf qu'on a 12 all-in par an à baquer, quoi. Ok, bon, on ferme la parenthèse là-dessus. Je reviens en tout cas, puisque tu as eu la chance de pas mettre le nez là-dedans, sur Legends Academy, donc qui était le jeu posthume de l'éditeur Eldorado Games, qu'il a livré alors qu'il avait déjà quasiment mis la clé sous la porte. Un jeu qui vendait beaucoup de rêves. On en parlait la dernière fois, je vous refais pas le topo, qui a été livré avec des cartes en noir et blanc et des figurines qui étaient à moitié peintes, ce qui pour moi est toujours pire que des figurines pas peintes. Et donc dans les commentaires, vous m'avez dit, voilà, je l'ai reçu aussi, il n'y a pas eu de version française, je sais pas si ça vaut le coup j'aime pas trop l'anglais, est-ce que ça vaut le coup de me lancer. Donc voilà, je l'ai essayé, j'ai fait 3 parties. Ah, quand même. En tout cas, j'ai tenté de faire 3 parties. Oh. Alors, la première chose, c'est que c'est certainement, est-ce qu'on peut pas avoir plus intéressant comme visuel que ça? Si. C'est certainement le jeu le plus complexe et le plus riche mécaniquement, le plus tendu, on va dire, mécaniquement de Ludus lapsus révélateur. Eldorado. D'Eldorado Games, c'est-à-dire qu'ils étaient quand même connus pour vulgariser des mécaniques un peu complexes type 4X dans le fameux Legends of Eldorado. Là quand même il y a une gestion de cartes. En fait on va glisser des sleeves dans des cartes, par-dessus des cartes c'est des sleeves transparentes, des plastiques transparents dans des sleeves pour améliorer des cartes. C'est pas clair du tout ce que je dis, c'est ça que t'es en train de penser. On le voit ici, là. J'ai entendu que tu mettais des sleeves dans des cartes, ça me semblait être l'inverse, mais Ouais, fais pas ton expert en jeu, là. J'y connais rien, moi. Donc, tu vas améliorer les cartes en mettant des sleeves des cartes transparentes dans des sleeves. Et en fait, tu le fais assez peu dans la partie, et les cartes de base sont pas ouf. Ce qui fait que si t'optimises pas vraiment en mettant pas la première carte transparente qui te passe sous la main, mais la bonne dont tu auras besoin pour avoir une carte qui combotte, et très vite, au bout du tour 2-3, sachant qu'il n'y en a que 4, on le voit ici, là, t'étais vraiment t'es en manque d'action, t'es en manque de 2 choses. Donc il est intéressant. Alors après, on peut aussi se dire, et c'est ce qu'on a pensé à un moment avec mon cobaye, c'est qu'il est peut-être aussi, il donne l'impression d'être tendu et riche mécaniquement parce que les règles sont incomplètes. Et ça, donc, à ceux qui me demandaient, non, les règles, c'est compliqué. Les loupés de prod qu'on avait évoqué, la peinture, le machin et tout, sont aussi des loupés de dev que j'ai un petit peu plus de mal à comprendre quand même, puisque ils ont eu beaucoup de temps. Je sais que c'était du in-house, c'est-à-dire qu'ils avaient pas, 12 développeurs avec eux, c'était 2 mecs qui bossent. Donc finalement, même sans se payer, ils auraient pu se dire on essaie de finir le jeu. Et c'est même encore plus étrange parce que les règles sont beaucoup moins satisfaisantes et plus bizarres que les règles qui étaient proposées pendant la campagne sur le mode TTS. Donc un mystère qui bien sûr n'existe plus, sinon ce serait trop facile. On peut même pas les récupérer ces règles-là. Donc il n'y a pas d'illustration sur le livret de règles. Donc en termes de mise en place, c'est compliqué. Il n'y a pas toutes les règles, puisque les cartes que vous voyez par exemple ici, j'espère qu'on voit mon pointeur, mais je crois que oui. Les cartes que vous voyez ici, on vous explique pas vraiment lesquelles mettre, parce qu'il y en a plusieurs du même format.
Donc il y a un trou complet là-dessus. Je crois que je l'avais dit la dernière fois, hein, le livret des cartes il n'est pas paginé, c'est-à-dire que pour trouver la bonne carte, il faut compter les pages. Ah, cool. Ouais. Et puis il y a énormément d'erreurs en fait sur les maps. On vous dit chercher les trois cases jaunes et il y en a 4 ou il y en a 2, tu vois, des choses comme ça qui n'ont pas beaucoup de sens. Donc beaucoup de problèmes. Heureusement, et je vous la montre, il y a une communauté qui a fait vraiment un errata qui est long comme le bras, avec beaucoup à un moment aussi d'empirique et de supposition. On imagine que ça marche comme ça, ouais. Mais au moins ça vous permet d'avoir une version des règles, même si c'est chiant parce que pour chaque livre, donc chaque histoire, chaque scénario et chaque personnage, il va falloir aller rechercher tous les loupés. Et il n'empêche qu'il y a des choses qui sont assez étranges. Quand on prend des dégâts, on perd des points de victoire dans ce jeu-là, ce qui est assez sympa. Le premier scénario qu'on avait essayé, c'était le monde perdu. Chaque objectif atteint, tu gagnais 2 points de victoire. Un monstre qui te tapait, t'en perdais 15. Donc en fait, j'ai fini à 1 ou 2 et mon pote était à 0 en fait. Donc je sais pas s'il y a un truc, tu vois, est-ce que c'est fait exprès, mais dans ce cas-là, parce que c'est dur si tu veux d'éviter les monstres, sachant que c'est toujours celui qui a le moins de points qui contrôle les monstres. Donc il va essayer de te niquer, forcément, tu vois. L'IA, c'est ton adversaire. Donc il y en a qui suggèrent de diviser par 2, mais tu vois, ça fait beaucoup c'est même plus du house rule à un moment, c'est que tu réécris le truc. Donc on sent un potentiel, je l'ai senti sur la façon dont tu vas custom tes cartes et sur le fait que tu le fais très peu dans la partie, donc faut le faire au bon moment et de la bonne manière, ça c'est super intéressant. Mais c'est un jeu qui est pété. C'est un jeu qui ressortira pas, que je garderai peut-être un petit peu comme une... Pardon ? Il est pas fini, quoi. Ouais, pas fini, où il a été... il avait l'air fini quand je l'avais testé sur TTS, parce qu'ils ont essayé de le refondre. Et puis ce qu'ils ont refait, ils l'ont pas terminé en tout cas, ouais. Il est juste complètement fondu, du coup. Ouais. Et puis il y a beaucoup d'erreurs, comme tu disais, tout simplement des erreurs. C'est-à-dire que rien n'a été relu. On sent que ça a été vraiment balancé comme ça par-dessus la jambe. Voilà, ça me désole. Je veux pas en refaire une plâtrée. Vous savez ce que j'en pense. Et j'espère que tu vas pouvoir nous enjailler un petit peu plus avec ce que toi, t'as essayé. Et je vais avoir des questions là-dessus. Comment est-ce que ça s'appelle-t-il ? Eh bien, ça s'appelle The Coil. The Qual. The Qual. Et The Qual est très japonisant. Hein. Donc ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais où est-ce qu'il allait chercher ça ? Où est-ce que t'es allé chercher ça, Kevin ? Il se trouve que c'est un anglophone et hispanophone qui habite au Japon depuis des années, et on avait eu quelques contacts avec lui par le passé. On avait couvert un de ses précédents jeux, si mes souvenirs sont bons, également un petit jeu d'ambiance qui était relativement sympa somme toute, même si c'est pas notre type de jeu à nous. Et donc il nous a demandé si on pouvait faire de même sur ce prochain projet qui selon lui était un peu plus ambitieux, et d'ailleurs c'est le cas. Et c'est vrai que c'est assez sympa. C'est un jeu qu'on a découvert un petit peu sans attente particulière, parce que bon, le précédent jeu qu'il nous avait fourni, c'était un jeu d'ambiance, donc on n'en entendait pas grand chose. Ceci étant dit, la DA présente un petit peu mieux que par le passé. Il s'est attribué les services d'un des illustrateurs de Jisogi, dont j'ai parlé il y a pas trop longtemps sur ta chaîne également. Et du coup, effectivement, ça fait très japonisant, mais ça présente plutôt pas mal. C'est pas flamboyant non plus, mais c'est plutôt cool. C'est un jeu on pourrait dire de contrôle de territoire avec des bracelets de dés dans tous les sens, mais c'est très sympa. Pas mal de façons de moduler un petit peu le résultat du dé. On va avoir donc 5 factions que tu viens de passer à l'instant sur la page, qui auront chacune leur propre petite spécificité asymétrique. Et tu vas avoir un petit deck de cartes qui sont des actions que tu vas pouvoir entreprendre, mais qui sont également des territoires que tu vas pouvoir mettre en jeu et que les autres vont pouvoir potentiellement conquérir et que tu vas pouvoir défendre. Là, tu vois ici, justement sur la page que tu présentes, des petites colonnes de dés sur le côté des cartes. Mais en fait, si le premier joueur pose un 4 tout en bas, toi, tu vas devoir le dépasser avec un 5, le suivant devra avec un 6, mais au-delà de 6, tu peux revenir à un 1 par exemple, et ainsi de suite. Et après, donc chaque faction a son propre pouvoir qui va s'appliquer à telle ou telle phase de jeu, etc. Et ma foi, c'est plutôt cool, c'est plutôt très réussi, ça se joue de 2 à 5 ou à 6, si mes souvenirs sont 5, ouais, 2 à 5. Et ma foi, c'est plutôt cool. C'est assez court, ça se joue en 40 minutes environ. Donc ouais, une belle petite surprise. D'autant plus que tu vas avoir aussi ces cartes de stratégie sur lesquelles reposent les dés là que tu vois derrière ses mains. Et en fait, ces cartes de stratégie, tu vas pouvoir en obtenir de nouvelles aussi au cours de la partie. Et au dos des cartes de stratégie, tu as une condition, une sorte de mission secrète et des conditions de scoring pour les
cartes de territoire que tu as engrangées de ton adversaire de l'ouest ou de l'est, ou tes propres territoires, les homeland regions, qui vont scorer différemment en fonction de la carte de stratégie également. Donc ouais, c'est plutôt malin, ça marche plutôt pas mal. Bon, ça c'est pas un gros jeu, mais il est assez facile à sortir parce qu'il est relativement court, accessible. Donc ouais, c'était une belle petite surprise. Et c'est donc concrètement, sans spoiler la vidéo que tu vas faire bientôt, Ouais. le principe c'est de jeter des dés et de les placer le mieux possible. C'est de la draft de dés ou il y a un peu plus que ça avec C'est pas de la draft de dés, en fait, tu vas, alors si tu remontes un tout petit peu sur les factions, Ouais. que tu as montré un peu plus tôt, Ouais. voilà, ici, tu as donc trois petites statistiques principales. Par exemple, pour Ignition, tout en haut, là, tu vas avoir 4 plus pour les dés. Mhm. Donc tu vas pouvoir relancer 4 dés au début de chaque tour. Après, tu vas avoir un certain nombre d'actions en fonction du tour. Plus le tour avance, plus tu vas avoir d'actions disponibles. Et donc, tu vas pouvoir recruter de nouveaux dés, par exemple. Et avec les dés, quand la phase de combat s'enclenche, tu vas poser des dés sur les régions qui sont présentes, que ce soit les tiennes ou celles de tes adversaires autour de la table. Et donc, tu vas chercher à prendre le dessus sur les régions adverses ou sur les tiennes pour ne pas perdre tes régions en fonction de tes objectifs donc spécifiques, particuliers, etc. Donc, non, c'est encore une fois plutôt une belle petite surprise. C'est pas un incontournable selon moi, mais j'en attendais pas autant et finalement, c'est plutôt cool. Par contre, on l'a reçu un petit peu sur le tard, ce qui fait que la campagne s'est lancée avant qu'on puisse faire une vidéo. Donc on va essayer de faire ça avant la fin de la campagne. Mais bon, de toute façon, il visait pas plus que 150, 200 contributeurs d'ici la fin de la campagne. Il doit être à 60, à 63 maintenant. Il est plutôt content parce que bon, c'est vraiment un tout petit éditeur. C'est un mec qui a une boutique de jeux à Tokyo également. C'est plutôt ça comment dire, c'est même pas son job principal parce qu'il est prof à la fac lui aussi d'ailleurs. Mais disons que c'est son side job et qu'au sein de son side job, il a aussi donc monté sa petite boîte d'édition relativement peu ambitieuse, mais qui à terme, s'il continue à faire des jeux relativement sympas comme celui-là, pourrait peut-être marcher un peu plus. Ouais. Ok. Et c'est Ouais, donc c'est pas réservé au public japonais. Il y a beaucoup de japonais dedans, mais les Européens, ceux qui nous regardent peuvent le backer éventuellement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Sans avoir des frais de port, je veux dire, de malade. Ça, je vais pas regarder pour être tout à fait honnête, mais le jeu Ok. est relativement petit. Hein, c'est vraiment ça prend vraiment pas beaucoup de place. Donc, je pense pas que les frais de port soient si conséquents. Au pire, ouais, là, dans le shipping, tu dois pouvoir y avoir accès. Je vais faire mon Mister Menu crowdfunding là. Shipping is indicated when you pledge. Ah ouais. Ah oui, il faut faire semblant de pledger. Ouais, non. Ça m'étonnerait qu'il soit très très cher. Hein. Important, ils envoient pas en Russie, ouais, ok. Ouais, parce que si tout part du Japon, quand même, ça risque de douillasse un peu, non? Non, je pense parce que vraiment, ça je te montre juste une boîte, c'est pas du tout le même jeu, mais ça fait près cette taille-là. Ok. Donc c'est pas très très costaud. Quoi. Ok, et ben je vais passer à mon petit ou mon gros. Alors, on pourrait en faire une émission de ce jeu-là, Runar. Runar, je l'ai reçu il y a 2 semaines, je pense à peu près. Donc c'est un jeu Ludus Magnus, vous savez, hein, c'est moi le gros fanboy de Ludus Magnus. C'est un des plus vieux jeux que j'avais backé non reçu. Je pense que la campagne est de 2022, avec peut-être l'extension de Company of Heroes, mais qui était liée à d'autres facteurs, parce que l'auteur du jeu était mort entre-temps. Donc du coup, alors je pense que ça va faire du bien à Ludus Magnus Studio, raviver un petit peu le capital confiance que vont avoir les gens envers eux, puisqu'ils sont quand même un certain backlog. Et là, le fait qu'ils livrent, et qu'ils livrent bien, c'est important, c'est rare, leur jeu le plus ancien, bon bah ça montre que a priori il y a encore des sous, la machine tourne bien et ça fonctionne. Donc il est magnifique. Je l'attendais en partie, enfin voilà, je l'avais backé aussi parce qu'il était magnifique. Pas que, hein, mais il m'inspirait beaucoup de choses à l'époque. C'était quand même l'époque aussi où j'étais à fond dans Endless Winter. Il y avait un côté, je sais pas, je retrouvais ce côté un peu sauvage, un peu primitif de Endless Winter, tu vois, qui m'attirait beaucoup. Les figurines avaient l'air jolies. Ça sort comment dire, du giron habituel. Aussi, ouais, voilà. C'est pas l'univers habituel de Ludus Magnus Studio. Je vais en faire une vidéo bientôt, hein, donc j'irai pas vraiment dans les détails, mais voilà, il fait partie de la frange de jeux qui sont en dehors de, comme tu dis, hein, de cette espèce de tendance Ludus Magnus un petit peu médiéval fantastique, et aussi parallèlement qui font partie de ces jeux très déterministes chez Ludus Magnus Studio, parce que c'est vraiment tout l'un ou tout l'autre. Hein. Nova Eta, c'est de la brouette 2D. Là, on est plutôt sur du Divided Impera ou du Blood. D'ailleurs, l'auteur elle-même, hein, Diego Fonseca, celui qui a fait Blood, qui est pas encore livré. Donc c'est du très très déterministe, et c'est aussi quelque chose que j'apprécie. Alors, on a l'impression que c'est un petit peu l'auteur qui va sortir justement Ludus Magnus de sa zone de confort. Et je dirais que à la pratique, donc voilà, j'en dirais certainement pas mal de bien
bientôt en vidéo. On a à la croisée entre Dividend Impera pour le côté très peu d'action. Faut beaucoup anticiper. C'est pas un jeu où on court partout, on fait plein de choses à la fois. Et en même temps, on retrouve énormément du Super Fantasy Brawl de Mythic Games, dans le sens où c'est vraiment une équipe de 3 personnages, mais que vous allez les activer avec une main de cartes, et chaque carte n'affiche le portrait que d'un personnage. Donc sur vos 3, vous n'en jouez qu'un par tour. Et il faut choisir la carte que vous jouez à la fois pour le personnage que vous voulez activer, mais aussi pour les ressources que la carte va générer. Donc il y a un vrai défi là-dessus qui est super intéressant en fait. J'ai absolument besoin de cubes verts parce que c'est des cubes de mouvement, mais ça m'active un personnage qui m'intéresse pas du tout, donc je m'expose au tour prochain à me faire taper par l'adversaire. Ça c'est vraiment marrant. On se retrouve un peu comme aux échecs en fait, où il faut se débrouiller à 2-3 tours d'avance pour pas exposer ses pièces, puisque le jeu est en déterministe. Quand je t'attaque, je te tue en fait, enfin ou je te blesse. Il y a pas de jet de dés, il y a pas d'armure, il y a forcément une pénalité pour l'adversaire. Et juste par souci de clarification, parce que tu as dit au début que c'était un jeu où il y avait très peu d'actions. J'imagine que c'est très peu d'actions disponibles à ton tour. C'est pas très peu d'actions dans le jeu en général. Oui, voilà. Merci Oui, au contraire, il y a pas mal d'actions possibles, mais t'es limité par je pense qu'on le verra peut-être en plus grand ailleurs sur les photos. T'es limité par les cartes que tu vas jouer, par les cubes qu'elles vont te donner en fait. Et tu peux avoir beaucoup de cubes, mais ça t'oblige à économiser. On voit rien du tout. Ça t'oblige à ne rien faire pendant un tour ou deux. Toi, là, tes cubes, ils sont là. Et oui, si tu fais rien pendant une paire de tours, tu auras beaucoup de cubes, mais sinon, souvent, tu es quand même assez limité. Et en plus, si j'active le personnage qui est là, alors que le gros du combat et les objectifs sont là-bas, parce que la carte de ce personnage me donnait les cubes qui m'intéressent, bah lui, il va pas faire grand-chose, en fait. Il y a que 4 régions? Tu peux aller jusqu'à 6 en tout. Mais rassure-toi, ça paraît déjà très grand. Alors oui, non, dedans, il y a on le voit pas là-dessus, c'est vrai. Est-ce qu'on le voit mieux sur le... Si, il y a en fait, c'est que c'est pas des cases, c'est des nœuds, c'est des points sur la carte. D'accord. Donc, si t'as des personnages dessus, tu les vois pas, évidemment. Mais c'est plus intéressant à 3 ou 4. Principalement parce que les objectifs, ce qui va te faire marquer des points, c'est souvent le premier, ou celui qui a le plus de ça marque 1 point, le dernier, celui qui a le moins de ça perd 1 point. Donc, si c'est à 2 joueurs, en fait, le premier marque 2 points. Puisqu'il marque 1 point et l'autre... Tu vois, alors que si t'es 3 ou 4, t'es pas toujours dernier partout, donc même si tu marques pas de points, au moins tu descends pas au classement. Donc le 2 joueurs, où la carte est coupée en 2, pour le coup, alors il aurait fallu que je retrouve ma photo de tout à l'heure, la carte est coupée en 2, tu n'as que 2 territoires comme ça. C'est pas trop petit, mais c'est vrai qu'en termes de scoring, c'est un petit peu bizarre. Et c'est ce que, finalement, c'est un peu mon dilemme, c'est que j'en suis à 6 parties, ce qui est pas dégueu quand tu veux parler d'un jeu en vidéo, je trouve. On a fait une campagne complète, plus une partie et demie d'initiation, quoi. Enfin, une partie et demie en dehors. Et j'ai un vrai questionnement sur l'équilibrage. Alors, je pense que c'est parce que la campagne, donc le gros de mes parties ont été faites à 2 joueurs, mais en fait, selon la compo que tu vas avoir, parce que tu crées ta compo de 3 personnages, j'ai l'impression que dans certains scénarios, t'es très avantagé, dans d'autres, t'es très désavantagé. Et j'ai perdu les 3 premiers. J'ai perdu les 3 premiers. Et au 3e, je m'amusais plus du tout. J'étais vraiment en train de rager. En fait, c'est le premier, je dis, ouais, le jeu est trop bien et tout. Le deuxième, le jeu est trop bien, je ferai mieux la prochaine fois. Et au 3e, je me rends compte que j'ai l'impression de rien pouvoir faire. Donc bon, c'est peut-être que moi, j'ai pas de recul pour dire le jeu est pas équilibré, mais si tu veux, tu vois, c'est la première fois où je me dis, je vais parler d'un jeu, j'ai envie d'en dire du bien, parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Et en même temps, j'ai eu ce point de frustration à un moment. D'ailleurs, la 4e partie, c'est l'inverse. J'ai plié mon adversaire. Je l'ai mis 3 fois son score en points, tu vois. Il y a eu 5-15. Donc, ce qui tendrait à penser que peut-être pas qu'il est pas équilibré, je pense qu'il faut peut-être pas le voir comme ça, mais c'est pas un jeu qu'il faut prendre trop au sérieux, entre guillemets, tu vois, se dire il faut que ce soit exactement équilibré parfaitement. C'est plus un jeu peut-être où faut le prendre comme ça vient, profiter de l'univers, s'éclater avec tout ce qu'on peut faire. Malgré tout, j'aurais toujours un problème avec des jeux comme celui-là qui récompensent le vainqueur dans le cadre d'une campagne. C'est-à-dire que là, il gagnait, il avait un objet pété. Et du coup, il avait plus de chances de gagner la suivante, puis gagner un autre objet pété. Et puis, à la fin de la campagne, donc pour le match 5, il avait 3 objets pétés, il en avait qu'un. Donc, c'est bizarre. Voilà. Mais on a l'impression qu'en fait, que j'en pense pas de bien. Mais en fait, si, je veux dire, on a joué non-stop à ça pendant 2 semaines. Je vous assure que c'était un coup de foudre de fou sur ce jeu, que ce soit visuellement la présence sur table ou même la mécanique et le fait que ce soit tellement court que t'as envie d'y rejouer tout de suite. Juste, voilà, j'ai un petit doute là-dessus. Voilà. Mais ça reste, c'est mon coup de cœur du mois, il y a pas de souci, Vraiment, vraiment de très très loin. Moi, j'aurais hâte de regarder la vidéo aussi parce que ça fait partie de ces nombreux jeux qui te proposent du solo, du 1 contre 1, du contre 2, contre 3 contre 3, de la campagne, etc. Donc, tu te poses toujours la question, est-ce qu'il n'y a pas un ou deux trucs qui sont vraiment bancals pour le coup,
par rapport à un mode de jeu qui marche très très bien. C'est toujours la question que je me pose un petit peu quand je vois des campagnes comme ça. Ouais. Sachant qu'en fait, la campagne, contrairement à ce que fait souvent Ludus Magnus, elle est pas vraiment narrative. Tiens, on le voit ici, là, en petit. T'as 3 lignes de texte à lire. C'est surtout, en fait, que t'enchaînes certains scénarios dans un certain ordre, avec donc un bonus pour le vainqueur à la fin de chaque scénario. Mais sinon, tu peux les jouer indépendamment sans problème. Et ça, c'est quand même bien de pas être obligé de faire des campagnes. Et c'est des campagnes courtes, finalement. C'est 5 parties, donc 5 fois 1 heure, quoi. Voilà, donc je pense que c'est vraiment, c'est ce que je leur ai dit au début. Je pense que c'est un des meilleurs jeux qu'ils aient fait. Et je pense en fait que c'est Diego Fonseca qui, à mon avis, est le meilleur éditeur qu'ils aient, puisque Blood, j'avais eu un gros coup de cœur aussi quand je l'ai testé. Voilà, juste voilà ce petit truc d'équilibrage, mais encore une fois, j'ai pas testé assez de compos non plus, donc on part plutôt sur du positif et on se donne rendez-vous bientôt pour en parler un peu plus. En attendant, Habemus Papam. Ouais, Habemus Papam. Qui était sur GameFound il y a quelques mois de ça, que j'avais laissé d'abord. Une DA chelou, pardon, mais une DA un peu chelou. Ouais. Ça c'est bizarre. Ouais, mais en même temps, Salt and Pepper, cet éditeur espagnol, a souvent une DA un petit peu particulière. Je sais pas si tu connais leurs autres jeux, mais ils ont aussi le mérite de pondre des jeux qui ont souvent des thématiques assez originales. On l'avait vu avec Onoda ou avec Operation Barclay, Conservas, etc. Enfin, The Hunt, je connais, ouais. The Hunt. Résiste aussi, oui, bien souvent, sûr. Ouais. Bon, Résiste. C'est souvent joli, mais assez particulier. Et clairement, un truc qui plaît pas à tout le monde en termes de DA. Et Habemus Papam, quand il est sur GameFound, je l'avais laissé passer avant de finalement le prendre en light pledge, parce que quand même, la thématique me semblait vraiment fun et originale, dans le sens où là, tu vas incarner donc, comment dirais-je, des cardinaux lors du comment ça s'appelle déjà? Du concile. Oui, voilà, du concile, pour élire un nouveau pape. Et du coup, sur le papier, c'est super fun, parce que tu vas avoir différents cardinaux candidats qui vont potentiellement être en raccord avec ta mouvance à toi, on va dire. Tu vas avoir différents objectifs qui sont visibles de tous, qui seront publics, on va dire. Chaque joueur autour de la table va avoir un objectif public et il va aussi avoir un objectif caché. Là, tu vois justement à droite les Public Objective Cards. Ça, tout le monde le connaît. C'est juste 4 données. Et sur ces 4 données, tu vas avoir toujours 2 facettes. Par exemple, conservateur ou progressiste, plutôt pour le nouveau monde, l'ancien monde, etc. Bref, sur les choses-là. Et une carte d'objectif secret également. Et après, en fait, c'est une sorte de jeu de tir à la corde, en fait, dans le sens où tu vas essayer de tirer un petit peu la couverture vers les candidats, le ou les candidats, qui correspondent le mieux. Voilà, là, tu vois l'objectif, enfin pas l'objectif, mais le plateau central, voilà, ici. Et en fait, c'est un jeu de tir à la corde. Tu vas mettre plus ou moins d'influence sur tel candidat, en retirer sur d'autres. Tu vas jouer des cartes qui vont avoir des impacts plus ou moins importants. Au final, on y en a fait une partie donc à 4 il y a quelques jours de ça avec Xavier Dostrami. Et chez nous, ça a fait un petit peu ça a fait un flop en gros. Ah ouais. Pour être tout à fait honnête. Ouais. Et moi, j'en attendais beaucoup parce que justement, j'étais vraiment assez conquis par la proposition thématique. C'est quand même rare de voir un jeu qui te propose de participer au concile pour élire un nouveau pape, d'aller jouer à les influences, des coups de crasse, etc. Éventuellement d'échanger des sortes de partenariats momentanés qui vont très vite se suivre par un coup de couteau dans le dos, très clairement, sur les choses-là. Mais non, ça n'a pas marché avec nous, en fait. On s'est pas vraiment amusé et on a ressenti une certaine similarité avec le dilemme du roi. Où effectivement tu as beaucoup de tirs à la corde comme ça, où tu essaies de tirer un petit peu autant que tu le peux la couverture vers toi, mais à moins de jouer ça hyper roleplay, c'est assez froid au final et tu te laisses pas forcément tant que ça emporter par la thématique, même si sur le papier c'était super plaisant. Et je pense que c'est aussi avant tout plutôt qu'un défaut du jeu qu'on n'est juste pas le cœur de cible en fait. On a très très peu communiquer dans le sens je te fais ça et tu fais ça pour moi, etc. Enfin, tu sais, une sorte de petites négociations qui peuvent s'imposer dans ce genre de jeu-là. Visiblement, quand nous on joue à ce genre de jeu-là, on n'est pas le profil de joueurs qui font ça en fait simplement. Et ouais, du coup, ça floppe un petit peu. Ouais, je pense parce que c'est toi ou Xavier ou même vous deux qui m'avez dissuadé de backer. C'était le dilemme du roi ou le truc de la reine. Enfin, une de ces rééditions là. Alors que je continue à être convaincu que j'adorerais ce genre de jeu. Je vous avais suivi votre recommandation de pas le faire à l'époque.
Mais là, c'est pareil, je trouve que le concept a l'air génial, mais oui, je pense qu'il faut le bon public et puis peut-être aussi un certain état d'esprit, ouais. Ouais. L'état d'esprit, je l'avais plutôt, parce que vraiment, je suis arrivé le matin avec le jeu en me disant, ouais, putain, on va enfin le tester, ça va être cool. Et ouais, je pense que c'est plutôt un problème de profil de joueur, quoi. Et c'est très bien que ce genre de jeu-là, qui exige pas mal de négociations de communication, un petit peu de roleplay là-dedans, s'il y en a un dans le tas qui est pas trop dans la partie, bon, bah, ça se ressent sur l'ensemble de la partie, quoi, de manière générale. Et ouais, non, ça a un petit peu bidé pour nous. Alors, je serais pas contre le retester une autre fois, potentiellement avec d'autres joueurs, on verra, mais non, a priori, je pense qu'il fera pas très très long feu. Ok. Chez nous. Bah écoute, pire, c'est dommage de dire tu pourrais me le vendre, mais avec les frais de port, là, ça va faire un petit peu. Je serais curieux d'essayer ça, parce que finalement, du coup, j'en ai jamais vraiment essayé des jeux de ce genre-là. Et en plus, je suis assez fasciné par tout ça. Enfin, les quelques rares bons films et bonnes séries qui parlent de conclave, que ce soit de manière moderne ou plus ancienne. Je me souviens avec émotion du conclave, t'as raison. J'ai dit, c'est moi qui dis concile tout à l'heure en plus. Oui, c'est possible, mais bon, conclave, ouais. Bref, on a compris. Ouais. Voilà, je me souviens de la série des Borgia sur Canal+, qui avait été critiquée parce qu'elle était un peu trop américaine, machin, un peu trop américanisée, mais tout le conclave, justement, m'avait fasciné, peu importe qu'il y ait une réalité historique là-dedans ou pas. Donc voilà, j'aimerais bien essayer. Après, la DA colle pas avec l'image que je m'en fais. Ça, c'est un autre problème. Ouais, je peux l'entendre. Moi, je vois le truc un peu manipulation, un peu. Le premier épisode de la série The New Pop là-dessus est assez parlante, parce que je pense qu'elle se veut assez réaliste et que je recommande à tout le monde, même si la fin est un petit peu sur la tête. Bref. Ok. Rien à ajouter là-dessus, à part une déception. Ouais. Mais déception que je précise à nouveau, peut-être plus due à notre groupe qu'au jeu en lui-même. Ok. Bon, je passe un tout petit peu plus vite sur, donc vous le savez peut-être, j'étais à PEL, c'est l'objet de la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne, et j'avais rencontré entre autres ces messieurs de chez DTDA Games, que je connaissais pas du tout, qui pour moi sortent de nulle part, qui font énormément de choses, parce qu'a priori ils font aussi de la réalité augmentée, ils font aussi des jeux mobiles, donc ils sont... voilà, je sais pas ce qui... Hors jeu de société, je n'ai pas vu la qualité de ce qu'ils produisaient, mais en termes de jeux de société, il y avait toujours une espèce d'univers d'inspiration qui était vraiment barré, un petit peu un mélange en fait, on le voit en dessous entre l'abstrait et puis des dessins à l'encre de Chine qui sont faits par une artiste qui fait l'art pour tous les jeux. Et donc j'étais reparti avec Ephéméris. Alors on n'a pas fait une partie complète parce qu'on était en fin de campagne de Runard et j'ai été tilté et tout, donc on n'a pas trop eu le temps de le faire, mais ce que j'ai eu a l'air de confirmer ce que j'envisageais, sur que ce sont des jeux qui sont, encore une fois, certes abstraits, mais qui sont aussi assez élémentaires et assez déterministes. C'est-à-dire que tu comprends vite les règles, il n'y en a pas beaucoup, mais les règles te donnent beaucoup de contraintes. Là, c'est un jeu où tu joues avec des ressources qui sont difficiles à avoir. Quand t'achètes quelque chose, c'est souvent assez cher. C'est aussi facile à détruire par l'adversaire. Tu comprends très vite, en fait, que voilà, ton bateau, s'il est pété, ça va te coûter une blinde, un rein, quoi. Récupérer des ressources, c'est compliqué. Donc, on est aussi un petit peu comme dans Runard, un petit peu dans le jeu d'échecs. Évidemment, ça fait aussi penser à Fractal ou à Windward dans le côté voyager dans les cieux, dans les étoiles et se tracer un chemin. J'en parlerai aussi bientôt. Enfin voilà, ça a pas l'air très long parce que c'est un jeu très cruel. Il est présenté comme un jeu très cruel. Mais il m'a l'air intéressant, à savoir que ça fait partie par contre, et ça j'aime pas trop, des jeux où quand tu joues à 3, il y en a un qui peut être éliminé très tôt et regarder les autres jouer. Et c'est un jeu aussi qui peut ne pas avoir de fin, c'est-à-dire que tu peux devoir te mettre d'accord avec ton adversaire pour dire il y aura pas de fin. Ça c'est pas des points négatifs, c'est pour moi des parties pris qui sont un parti pris. Voilà, c'est ça. Mais ça a l'air très très cérébral, très moi j'avais peur, si tu veux, quand j'ai visité leur stand et que j'ai parlé avec Serge, donc le CEO, le PDG, j'avais peur qu'ils misent tout sur la beauté du truc, tu vois, genre on est une artiste maison qui est hyper talentueuse et puis on va plaquer des jeux à la con dessus. Et en fait pas du tout. A priori, pour ce que j'en ai vu et sur l'échantillon d'un seul jeu, ça a pas l'air d'être le cas. J'y reviendrai peut-être dans un podcast quand j'aurai fait une paire de parties en bonne et due forme. Mais l'espèce de ils ont toujours une très très belle DA. Ah, c'est de la folie. Tu les connaissais, toi, d'avant? Avoir traité un ou deux de leurs projets qui étaient sur Kickstarter, fut un temps. Alors, le dernier, je suis... Light Hunters, déjà. Ouais, celui-là, il marchait très pas mal sur le salon. Et puis, ils ont... Je sais pas si on le voit là, mais il y a le Epirea que je pense que je vais finir par baquer. Ça fait un moment que je dis que je vais quand même pas le faire. Il est sur GameFound encore. Et celui-là, on dirait une espèce de civilisation
en version trop beau. Ah oui. Civilisation, le jeu de société où vraiment tu construis des bâtiments et tout. Il est d'une beauté à tomber par terre. On avait parlé aussi. La même artiste. Hein. Alors, je connais pas les règles, mais on peut pas baquer un truc parce qu'il est beau. Mais disons que si Ephemeris m'inspire confiance, c'est que j'ai l'impression que ils savent aussi développer des jeux et pas que des univers. Il est possible que je me laisse tenter. A priori, c'est un jeu où tu vas te préparer à une guerre à la fin qui est inévitable. En fait, à la fin, il y aura une guerre de clans, mais pendant les actes avant, il faut te préparer, te faire des alliés, etc. Construire des bâtiments. Alors, on le voit pas bien là, mais t'as un plateau technologique, tu sais, comme Endless Winter ou des jeux du genre. Quand tu construis un bâtiment, ça révèle ce qu'il y a donc sous le bâtiment et c'est la technologie que tu débloques. Donc c'est assez visuel. Bon voilà, moi si c'était que pour le beau, je l'achèterais, je le backerais. Mais ils ont l'air de faire des bons jeux. J'ai regardé sur BGG, les notes sont souvent assez bonnes. Voilà, je vais pas plus loin là-dessus parce que j'ai pas beaucoup de recul, hein. Mais c'est vrai que c'est un coup de cœur marquant de ce PEL 2025 et j'y reviens beaucoup. Mais je me rends compte que j'y pense beaucoup et que j'ai un vrai attrait vers cet éditeur qui sort vraiment de tous les codes qu'on a l'habitude de voir, quoi. Et j'ai toujours été étonné de voir qu'ils faisaient des campagnes finalement assez mineures en termes de résultats, assez un petit peu inaperçues, alors que pourtant on sait que sur Kickstarter et GameFern aussi, l'aspect visuel compte pour beaucoup, et malgré tout ça prend pas tant que ça en vrai. C'est ça. Et pourtant ils ont toujours des jeux qui sont certainement chers à produire, qui sont très très beaux. Je vous renvoie à ma vidéo sur PEL, mais je pense que c'est peut-être un petit Ivy Studios, tu vois, que si vraiment, je sais pas, j'en sais rien, hein, mais si c'est des pionniers dans la réalité augmentée, peut-être que leur argent ils font là-bas, et que c'est plus un, tu vois, ou leur jeu mobile, je sais pas ce que c'est leur jeu mobile en fait, mais ça se trouve ça c'est presque un hobby, tu vois, c'est un side project, c'est ou un produit d'appel, je sais pas. J'ai rapidement reçu cette semaine celui-ci, donc Micro Hero Hercules. Qui était sur Kickstarter il y a quelques mois de ça et qui avait fait un très beau résultat parce que, comme souvent, Léandre Proust utilise cette méthode du pay what you want qui fait que vous pouvez payer pour 1 euro, 2 euros un jeu, donc forcément t'as envie de le backer parce que ça coûte que dalle en fait. Je crois que j'avais dû mettre 7, 8 euros, quelque chose comme ça, plus les frais. Grand seigneur. Ouais, voilà. Non, quand même. Je crois qu'il avait mentionné quand même quelque part que pour être rentable, fallait que ce soit au moins genre 7, 8, 9, 10 euros, je sais plus exactement. Donc finalement, tu vois, je suis pas grand seigneur du tout. Mais il avait dit aussi que si vous voulez me payer qu'un seul dollar, vous mettez $1. Puis voilà, j'y suis allé quand même, par pure curiosité. J'avais pas été conquis par son précédent projet, enfin le premier qui avait fait pas beaucoup parler de lui, Clash of Clans. Machin, là. Comment c'était? Clash of Clans, si mes souvenirs sont bons. Clash of Clans, c'est pas le jeu mobile? Clash of Decks. Clash of Decks. Ouais. T'as raison. Ça m'avait pas conquis outre mesure. Ensuite, j'avais backé aussi un truc qui se basait sur le Sudoku, qui venait de lui aussi, que était sympa, mais qui était pas vraiment un jeu de société. Après, on peut en parler, on va dire, mais c'était sympa. Mais donc celui-ci m'attire un petit peu parce que bon, ça se joue en solo. Tu peux jouer en coop éventuellement aussi. Et puis il y a une belle petite DA, un petit peu loufoque dans l'univers des 12 travaux d'Hercule, donc ça a son charme quand même. Je l'ai pas encore testé parce que je l'ai reçu vraiment il y a quelques jours à peine, donc il faudra que je prenne le temps de lire les règles, etc. Mais sur le papier, c'est un petit roguelike. Tu vas pouvoir avoir les 12 travaux d'Hercule que tu peux enchaîner ou les faire un par un, indépendamment les uns des autres. Ça va être assez charmant. Est-ce que derrière ce sera suffisamment intéressant pour en faire un jeu qui va rester sur le long terme dans ma collection? Je ne saurais pas vous le dire pour l'instant, mais j'aime bien l'ADA, en tout cas j'aime bien l'univers. Et puis l'approche de Léandre Proust de ses campagnes qui sont toujours assez uniques, donc tu as envie de soutenir un petit peu le projet pour voir où est-ce que ça peut aller. Et puis tu prends pas un risque inconsidéré non plus financièrement parlant quand tu backes un de ces jeux, quoi. Après, je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas un peu toujours un peu le gimmick qui va est-ce que c'est pas un peu le roi du gimmick quelque part, hein? Et parce qu'on sait bien aussi que le pay what you want, c'est ce qui te permet de dire finance au bout de 8 minutes. Et au bout de 8 minutes, t'as 15 euros en fait. Mais j'exagère, mais et est-ce que c'est des jeux qui restent? Je sais pas. J'ai l'impression qu'ils reposent beaucoup sur la DA et sur le gimmick ou le côté un petit peu incongru de sa campagne, ses campagnes, de ses concepts. Mais j'avais essayé un Clash of Decks et voilà quoi. Oui, ok. Après, je pense pas être le public de toute façon, mais
clairement, si ça avait été un jeu avec un prix entre guillemets normal, genre s'il avait coûté 15-20 euros, parce qu'au final c'est qu'un deck de cartes, donc ça serait quand même pas cher. Mais si ça avait coûté 15 euros, j'aurais pas pris par exemple. Mais par curiosité, par envie de soutenir un petit peu le projet malgré tout, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Encore une fois, tu prends pas un risque inconsidéré en backant ça de toute façon. Donc on verra bien. Si c'est pas un truc qui me plaît, au pire j'aurais dépensé 7, 8, 9, 10 euros, je sais plus exactement. C'est pas très grave quoi en soi. Mais effectivement, on peut se poser la question, est-ce que le pay what we want? Bon, malgré tout, il y a des campagnes en pay what you want qui font 500 backers. Il en a fait 8, 9 000. Bon, ça, à minima, ça a su attirer des gens. On verra assez rapidement, parce que les jeux sont en train d'être livrés, si il y a un jeu derrière ou si c'est juste de la para, que ça prendait bien et que c'était pas cher. Ça, on le verra bien assez rapidement. Ouais, oui, parce que enfin voilà, j'en ai beaucoup backé des petits machins comme ça à une époque où je me disais je back trop, alors je vais backer moins cher pour backer plus. J'étais en backer pour backer au tout début, tu sais. Et finalement, oui, j'en ai plein les tiroirs des jeux comme ça qui sont originaux mais que j'y joue 10 minutes et puis ils sont dans le tiroir. Je suis fasciné par c'est pas la première fois que je vois ça, ces chaînes françaises qui font des vidéos en anglais. Parce que ça c'est une chaîne française ça. Et je me dis pourquoi. Bon, lui, il est français, il est andropause, mais des fois, tu te dis pourquoi si t'es un éditeur américain, pourquoi tu irais pas chercher un américain pour faire des vidéos en anglais? Plutôt qu'un français. Des fois, j'écoute, puis, souvent, ils ont un accent de ouf, donc je peux pas me moquer, en fait. Mais je me dis, j'espère qu'ils ont un accent bien, aussi mauvais que le mien, pour pouvoir me moquer un peu. Et là, bon, là, je vais pas le lancer, vous aurez pas le son, mais souvent, ils ont des accents de malade, évidemment. Mais malgré tout, ouais, je sais pas. Même toi qui as aussi une chaîne YouTube, manifestement, pour pas perdre ton audience, tu vois, si tu commences à dropper des vidéos en anglais, je sais pas, pour les gens qui sont abonnés, voient ça dans leur feed, ça les intéresse pas. Je sais pas quelle est la logique finalement, quel est le bénéfice de ça. Non, je pense que c'est une demande de l'éditeur de base et qui est dédiée uniquement à ceux qui vont consulter la page de campagne. Il a pas de contact avec des créateurs de contenu anglophones natifs, donc du coup, il se tourne vers ceux qui connaissent français mais anglophones. Mais avec la connaissance, enfin, je pense en toute connaissance de cause, en sachant que la vidéo sera vue uniquement par ceux qui seront sur la page de la campagne et point barre. Mais effectivement, du point de vue du créateur de contenu lui-même, c'est pas forcément un move hyper efficace à mon avis, parce que tu vas perdre une bonne partie de ta visibilité, et les Américains, s'apercevant que de toute façon tu as fait une vidéo sur 350 en anglais, ils vont pas s'abonner non plus. Et oui, et pour moi, j'aurais même peur que ce soit contre-productif, tu vois. On va prendre un autre exemple, mais si demain je fais une vidéo sur les tondeuses, je vais pas aller chercher beaucoup de monde sur une première vidéo sur les tondeuses, il y a peut-être des gens abonnés qui vont se dire, oula, mais lui, il pourrit mon feed, en fait. Et je sais que moi, je me désabonne parfois pour moins que ça. Mais bon, bref, oui. Ok, donc on verra, mais tu nous en reparleras, j'espère. Ouais. Fort bien. Allez, on termine avec la petite pépite. Et je fais gaffe parce que je sais qu'il va regarder, parce que je l'ai prévenu que j'allais tailler fort. Ethereum. Alors Ethereum, j'avais review le jeu de François Berdo, qui était sorti dans la douleur sur GameFound. Il avait choisi de se lancer sur GameFound pour a priori éditeur. On va pas dire que c'est systématiquement une mauvaise idée. Il y a c'est comme sur Ulule, des fois tu as des surprises de malade, mais ça reste quelque chose de assez risqué. Donc il avait failli pas financer. Je me demande s'il y avait pas un angel investor qui était passé par là, mais peut-être que je confonds. En tout cas, il était passé ric-rac sur les dernières minutes, tu sais, au niveau du goal. Ils sont allés chercher un petit peu de sous en Let's Pledge, donc normalement, normalement tout va bien parce que la boîte je l'ai. Donc il m'a envoyé la boîte gracieusement. Là pour le coup, j'ai rien demandé. Il m'a dit t'as été sympa, je t'envoie la boîte. Donc maintenant je vais être moins sympa maintenant que j'ai la boîte. Donc l'idée était top. Si, l'idée était marrante, c'est que voilà, tu as des petits décors en 3D que t'emboîtes. Alors comme il y a des fentes particulières, tu peux pas les moduler comme tu veux. C'était un peu le contre-pied, ça diminue un peu pour moi l'intérêt. Et ils avaient cette philosophie de tu as très très peu d'unités sur le plateau. C'est-à-dire que si je me souviens bien, mais j'ai pas rejoué depuis la preview, c'était 2 qui peuvent être améliorées. Donc tu en as une qui représente ton armée, une qui représente tes ouvriers. Elles sont hyper spécialisées. Mais ton ouvrier, du coup, il est toujours en danger parce que s'il se prend une claque, il est mort. Donc il faut se méfier. Si l'armée adverse se rapproche, il faut éliminer ton ouvrier. Mais si l'armée adverse se rapproche, elle laisse son camp de base libre. Donc tu peux y envoyer ton armée. Donc il y avait ce côté comme ça très très stratégique avec peu d'unités. Et puis c'était assez marrant parce que c'était un petit plateau que je sais pas si on le voit. Ouais, voilà, c'est la faction. Donc tout est chaque faction est dans un petit plateau. Elles sont sensiblement asymétriques. Elles peuvent même d'une certaine manière évoluer, progresser. Donc il y avait beaucoup de bonnes idées. La seule, à mon avis, très mauvaise idée, c'était de se lancer sur GameFound avec très peu de marketing.
Et je lui avais dit, mais j'étais pas le seul. Il m'avait dit, bon, bah, c'est trop tard, en fait. Voilà. Le truc est lancé. C'est vrai que souvent, quand ils contactent les créateurs de contenu, ils vont pas tout recommencer. Bah, le truc est déjà bien avancé, quoi. Et comme il était pas une bonne idée près, je sais pas comment le présenter autrement. Il dit, tiens, j'en ai pas assez chié. Et si j'écrivais mon jeu en écriture inclusive? Avec des joueuses et tout. Alors ça, je t'ai dit, hein, je t'ai prévenu, Kevin, comment j'allais le présenter. On n'est pas là pour parler de politique, mais si on vanne souvent sur le YouTube de droite, certes, peu importe en fait de ce que je pense de l'écriture inclusive et des joueuses, il y a deux éléments qui sont importants. C'est que la page de la campagne n'était pas en écriture inclusive, elle était en écriture standard, on va dire. Et il n'y a pas eu de teasing là-dessus, on n'a pas prévenu les gens là-dessus. Et pour moi, si c'est une mauvaise idée, c'est pas parce que l'écriture inclusive est une mauvaise idée, peu importe ce que je pense là-dessus, c'est que c'est un élément clivant. Et que je vois pas pourquoi tu rajouterais un élément clivant, puisque tout le monde n'est pas d'accord là-dessus et que c'est même assez repris politiquement, dans un jeu de société, sans prévenir les gens avant. Et je trouve ça dommage parce que il a déjà eu du mal à se créer enfin, à aller au bout du truc. Et quelque part, je vais pas dire qu'il trahit les backers, ça va, le jeu il est là, en fait. Mais c'est vrai que j'imagine si envers un public qui serait peut-être plus engagé politiquement ou moins d'accord avec tout ça, ça fait un petit peu trahison. Et encore une fois, on n'est pas là pour juger ceux qui sont d'accord ou pas d'accord, c'est juste que ça kiffe tellement que je vois pas pourquoi tu mets ça dans un jeu, en fait. Je vais pas vous révéler tout ce qu'il m'a raconté, on en a parlé à un moment, je pense qu'il pensait bien faire. Mais a priori, ça se passe pas trop bien. Je suis pas certain qu'il veuille refaire de jeu derrière, donc c'est pour ça qu'il a l'air de... Ça a pas l'air de l'affecter plus que ça. Je sais pas s'il fera autre chose. Voilà, du coup, ça m'a même un petit peu... Enfin, le temps que j'aurais dû passer à essayer le jeu, à le déballer et tout, je l'ai passé à échanger avec lui pour essayer de comprendre pourquoi il ferait ça un petit peu, entre guillemets, dans le dos des gens. Certes, c'est pas un drame, mais encore une fois, ça fait partie des sujets hyper sensibles, comme les conflits qu'on a dans le monde aujourd'hui. Si j'ai un jeu de société qui prend parti pour tel ou tel camp dans tel ou tel conflit international aujourd'hui, eh ben, je vais me mettre la moitié de la communauté sur le dos et je vois pas à quelle heure c'est une bonne idée. Voilà, j'ai fini. Un petit mot peut-être. Un intérêt qu'on peut entrevoir potentiellement, c'est de faire parler du jeu, en fait. Ouais, à la limite. Et je suis même pas sûr que ça arrive, tu vois, parce qu'il a pas fait assez d'émules à la base. Il y a pas assez de gens qui l'ont, je pense. Parce que sur les 388, on a peut-être, enfin, t'en as une partie qui sont même pas français, hein, parce que c'est une campagne internationale. Je pense que vraiment, il est tombé dans le piège de ce qui existe maintenant dans une frange du jeu vidéo, qui est aller chercher, tu sais, ce qu'on appelle la nouvelle audience, qui souvent n'existe pas. Mais là, tu fais ça après coup, donc je sais même pas pourquoi tu le fais. Vraiment, je comprends pas. Donc le jeu, je suis sûr qu'il est toujours aussi bien. Il y a la même chose concernant le pont qui peut être fait avec les jeux vidéo, parce qu'on voit quand même pas mal d'éditeurs de jeux vidéo, y compris certains assez conséquents, assez majeurs, qui ont pris un petit peu cette voie-là. Et si ça fait beaucoup parler du jeu, ça c'est vrai, parce qu'ils ont déjà une fanbase solide au préalable, c'est vrai que c'est rarement dans des termes amélioratifs, on va dire. On l'a vu encore récemment avec l'annonce du nouveau jeu de comment ça s'appelait déjà, je t'en ai parlé tout à l'heure en off, cherche le nom, Star quelque chose, Neil Druckmann, donc l'éditeur qui a fait The Last of Us, qui a fait aussi Uncharted. Et il fait un jeu dans l'espace, en plus qui est gavé de placements de produits, qui a l'air assez malsain, ouais. Plein de placements de produits avec tu sais, des acteurs qui font la motion capture, etc., qui sont eux aussi assez engagés, on va dire. Ouais, assez militants, ouais. Donc ouais, ouais, c'est le syndrome Blanche-Neige. Tu le sais forcément à l'avance en plus que ça va avoir ce genre de réaction-là. C'est à quoi bon, quoi. Après, c'est une autre discussion, mais le syndrome du camp du bien, on le trouve un peu partout, pas que chez cette frange-là de politique. Mais là, oui, il y a un peu de ça. Et je pense vraiment que c'était pas le but, hein, pour l'auteur d'Ethereum. Je pense que vraiment, je veux pas dire qu'il est dans une bulle, mais il est dans un microcosme où il a l'impression que c'était la bonne chose à faire. Peut-être qu'il s'est un peu heurté à la vraie vie dans une certaine mesure. Ouais, bah pour rebondir sur Ethereum à proprement parler, moi, il me l'a donné aussi au Fige, donc quand j'y suis allé en mars dernier. Donc j'ai la boîte aussi que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais c'est sur la liste des jeux pour l'été à découvrir. Donc ouais, j'ai un petit peu hâte de savoir un petit peu de quoi il retourne, parce qu'en plus il y a un petit peu d'asymétrie, etc. Donc ça a l'air d'être relativement sympa, ça a l'air d'être relativement facile à sortir, parce que c'est une partie d'environ 1 heure, quelque chose comme ça. C'est ça. Ouais. La DA est assez unique. Par contre, moi j'avoue que les boîtes à imbriquer les unes avec les autres, ça me parle pas du tout. Je comprends le parti pris, c'est osé, c'est original, ça c'est indéniable. Mais visuellement, moi ça me fait ni chaud ni froid, quoi, vraiment, pour le coup.
Je subodore, tiens, voilà le plateau où on peut améliorer des trucs. Je subodore qu'il partait du principe qu'il ferait plus de sous et que ça pourrait évoluer dans quelque chose peut-être d'un peu plus, tu vois, esthétiquement travaillé. C'est vrai que là, c'est sommaire, mais il n'y a pas de sous. Non, parce que tu vois, tu peux imaginer, pour avoir des régions qui se mix-match d'une partie à l'autre, c'est radicalement différent. Tu sais, tu peux imaginer un truc comme les plateaux de Inish, tu vois ce que c'est? Un peu Pas du format tout. puzzle, Pas du tout. qui a fait une campagne très récemment par Matago. Je sais pas comment ça s'écrit, Euh, alors. INIS. Ouais, tu dis ish, t'es portugais? Non, parce que c'est apparemment du celte et que ça se prononce comme ça. Oh, le mec, et gatekeeping à mort, quoi. Écoute, moi, si on me dit que ça se prononce comme ça, je prononce comme ça. Hein. Monsieur professeur, quoi. Monsieur prononce peut-être Ghibli, alors que c'est Ghibli. J'y peux rien. Le gif, tu dis le gif ou le gif? Je dis le gif. Voilà, et c'est sur quelle base? Aucune. Mais parce que là, du coup, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire faut dire comme ça, officiellement parlant. Ouais, je pense que personne sait. Ok, donc ça, et alors, what about? Ah oui, parce que Et c'est bah, des trucs qui s'envoient, c'est ça. Elles ont toutes exactement la même forme, mais Mhm. simplement tu peux les embriquer différemment aussi, et ça me semble beaucoup plus esthétiquement séduisant, quoi. Ouais. Je pense que la différence, c'est que là, il y a aussi une notion de verticalité. C'est-à-dire que tu prends en compte bien que sûr, le il y a terrain plusieurs soit au-dessus ou niveaux, en ouais, dessous de toi. c'est vrai. Ouais. Bon, je pense que je laisserai, mais alors pour finir là-dessus, parce que plus je dis que je veux pas parler de politique, plus j'ai envie d'en parler, mais le problème aussi d'un jeu de société comme ça, c'est que quand tu le sors dans un groupe de gens que tu connais plus ou moins, tu t'affiches aussi, quoi. C'est toi qui sors le jeu des joueuses et tu peux recevoir des bouts de pain. Si, c'est possible. On peut te jeter des bouts de pain. Bah, au moins tu crèveras pas de faim. Ouais. Non, mais faut, entre guillemets, l'assumer. Enfin, tu Non, mais transportes, si tu veux, non, mais tu transportes avec toi la controverse. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'amènes à la table. Et on dit, hey, t'as un jeu inclusif. ouais. Oui, mais c'est pas moi, c'est ma mère qui me l'a acheté. Non, mais, Non, je relativiserai parce que c'est quand même, il y a pas, j'imagine ces mots-là directement sur les composants du jeu lui-même. Enfin, celui qui a lu les pas de règles, texte dans le jeu, il les non. transmet pas avec joueuse dedans, tu vois. Non, mais c'est en gros sur la boîte. C'est ça le problème. C'est qu'il l'a rajouté là sur la boîte. Il faut le cacher, tu sais. Comme un vieux Playboy que tu ramènes là. Faut mettre un t-shirt dessus et tout. C'est quoi ton jeu? Non, attends, laisse un stage, je te montrerai après. Donc oui, non mais oui, après voilà, c'est du second degré, il y a rien de dramatique là-dedans et en plus j'aurais vraiment aimé que ce jeu fasse de la thune, de l'argent, pardon, on va essayer de parler correctement quand même, parce que il y a un concept rigolo qui moi m'a beaucoup plu et avec un petit peu de moyens, ça aurait pu être en plus un très très beau jeu qui aurait pu avoir une très belle vie, inclus joueuse ou pas joueuse d'ailleurs, et même avec des extensions et tout. Je crois qu'il avait évoqué ça avant le lancement de la campagne. Je pense que ça aurait été bien. Vraiment, il y a un petit truc et j'espère que tu auras l'occasion de le tester, qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ouais, avec plaisir. Ok. Eh bien, ça clôt notre première partie. Alors, on n'est pas sur le même format que d'habitude. Hein. On a vraiment que une seule activité entre guillemets, un seul vrai sujet. Donc, on a pris plus de temps pour parler un petit peu de ce qui nous est arrivé ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Est-ce que tu veux nous expliquer ce qu'on va faire? Alors bon, je l'ai dit en introduction tout à l'heure, hein, mais bon, vous Vous en voyez que répétez Nix, encore? c'est la négativité incarnée. Donc, il faut remettre un petit peu de bonne humeur. J'ai envie de dire, pensez printemps, D'espoir surtout. hein, pour remettre un petit peu le couvert sur la politique et notre très très cher Emmanuel, euh, le très saint Emmanuel, qu'on adore bien évidemment. Le mec est fou. Calmez-vous. Je vais vous couper, monsieur. Saurez-vous dénoter l'ironie qui se cache dans mes propos? Saurez-vous reconnaître l'opposant politique dans cette vidéo? Ils ne sont que 59 millions. Ok. Enfin bon. J'ai validé. Si tu ris, tu valides. Donc, de toute façon, on est tous les deux dedans. Non, c'est pas vrai. Tu peux rire sans être d'accord, juste C'est parce vrai qu'il y a du talent derrière. Ah oui, c'est vrai. Mais, ouais, ok. Non, mais ouais, pour rajouter un petit peu de bonne humeur, de positivité là-dedans, hein, Bah joie oui. et gaudriole, j'ai proposé à Nix un petit concept que j'avais imaginé il y a quelques temps pour potentiellement faire une vidéo sur notre chaîne. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Allez, on lui donne peanuts, allez, gâteau pour Nix. On fournit un petit peu parce qu'on est invité, donc ça fait plaisir. Il faut donner un petit peu de sa personne. Et du coup, on va faire un tout petit draft. J'aime bien le concept.
Alors bon, Adrien et Xavier se sont moqués de moi de multiples reprises, mais bon, c'est comme ça, ce sont des bullies, des vilains garnements. Mais moi, j'aime bien le foot. Et donc... Tout ça pour en arriver là, quoi. Moi, j'aime les gonzesses. Alors, complètement improvisé en plus. Mais ouais, et j'aime bien quelques créateurs qui justement font des drafts assez originales sur ce thème-là. Et du coup, j'ai juste piqué un petit peu le concept qui va être peaufiné, je pense, sur différents formats à l'avenir, que ce soit chez toi ou chez nous. Plutôt chez toi. Avec différents types de drafts. Donc c'est un premier essai, on va dire. Okay. Donc forcément, on va essuyer les plâtres. Et ça va être beaucoup moins bon que les prochaines fois, mais c'est pas grave, restez quand même. Et du coup, le concept aujourd'hui, c'est que on va faire un petit draft où on va choisir chacun 3 éditeurs qui nous semblent prometteurs. Il y a quelques critères de sélection, bien évidemment. D'abord, on va faire un choix chacun son tour. Je laisserai bien évidemment Adrien qui est chez lui choisir en premier. Voilà, quand même. Ça va. Ce qui est à César. Et donc, il faut que l'éditeur ait moins de 5 ans, ou à minima que son premier jeu date de 2020 maximum, pas d'avant 2020, et qu'il ait maximum 5 jeux à son effectif, sans compter bien sûr les extensions. Ainsi là, 14 référencements BGG, mais que dans le tas c'est 6 extensions pour 2 jeux par exemple, on s'en fout. Les 5 jeux de base. Également, ce sera forcément pas exhaustif, on va forcément en oublier certains, donc on vous appelle bien évidemment à en mettre en commentaire pour ceux que vous aurez estimé avoir été oubliés dans la vidéo. Et puis également, il faut aussi savoir, de toute façon on l'a rappelé à de multiples reprises au cours de nos vidéos, même aujourd'hui je crois que je l'ai mentionné, que Adrien et moi on est quand même principalement focus sur le crowdfunding, sur le financement participatif, et du coup il y a plein d'éditeurs en retail, donc directement en boutique, qu'on va pas mentionner, alors que potentiellement ils pourraient être éligibles. Je pensais par exemple, il me semble que c'est Playpunk qui a fait Captain Flip notamment. Je crois que c'était son premier jeu d'ailleurs. Et du coup, ça pourrait typiquement être un éditeur super prometteur pour les années à venir, sauf que, de par ma situation géographique, j'ai pas beaucoup accès aux boutiques, et du coup, je suis beaucoup plus sur le financement participatif. Donc, je ne parlerai personnellement en tout cas que de éditeurs qui font du financement participatif. Voilà. C'était fort bien expliqué. Merci bien. À noter quand même pour les archives que quand moi j'ai eu les conditions, c'était moins de 3 ans et moins de 3 jeux, donc j'en ai beaucoup plus bavé. Et que quand Kevin s'est rendu compte qu'il n'était pas up to the task. J'ai envoyé quelques messages avant aujourd'hui pour dire que finalement c'était un peu trop dur, que c'était 5-5. Donc ne sois pas non plus une pute. Non mais j'ai trouvé, je pense, alors après je suis pas à l'abri de m'être gouré, tu sais que t'as l'éditeur a changé de nom et qu'en fait il a 12 jeux avant. Mais je pense avoir réussi à trouver 3... je pense avoir réussi à trouver 3 ce que j'appellerais des espoirs, c'est comme ça qu'on peut dire, espoirs pour 2025 et pour la suite. Et si tu me laisses commencer, je vais commencer par le plus facile en fait, je vais garder le plus surprenant pour la fin. Le plus facile, c'est un jeu que j'ai traité en fait, c'est le jeu de contrôle R. Comment ? Attention, parce que le principe c'est quand même c'est une draft, donc si tu gardes le meilleur pour la fin, potentiellement je vais te le piquer entre temps. Non, j'ai dit le plus surprenant. À mon avis, tu l'auras pas celui-là. Ah, je le prendrai pas? Ok. Non. Je pense que même si du participatif, c'est un petit peu en dehors de notre giron habituel. Ok. Je prends le risque, mais je pense que tu l'auras pas. Donc je vais citer, parce que celui-là, je pense que tu pourrais l'avoir. Contrôle R avec Boken. Ouais, d'accord. Oh, le mec. 12 sur 20, quoi. Ou alors tu caches le fait que t'es dague. Je m'y attendais pas. Ok, rien que parce que le mec arrive à aller chercher, les mecs arrivent à aller chercher 200 000 balles sur Ulule, je veux dire, personne fait ça, quoi. Ulule, c'est vrai que c'est impressionnant. Voilà. Alors, ils ont fait de la pub, certes, sur Facebook et compagnie, mais je veux dire, ils avaient pas les moyens de faire une campagne de marketing de malade. Je pense, je peux dire une bêtise, mais j'ai l'impression que j'étais peut-être le plus gros profil de youtubeur qui soit allé chercher, et je suis l'un d'être le plus gros qui existe, tu vois, pour dire en perspective. Je pense que vraiment, ils ont pas mis tant de budget que ça. Alors moi, c'est un jeu que j'avais reçu, donc 2000 backers, c'est ça? Presque 2000 backers, 1928. Ouais. Donc c'est un feat en soi. J'avais pas que des bonnes choses à dire sur le jeu, mais c'était plus des goûts perso. Le fait est qu'il prend quand même le contre-pied Boken des adaptations
vidéoludique habituel, en essayant vraiment de simuler absolument tout ce qui existe dans un JRPG en jeu de plateau. Alors que d'habitude, on essaye plutôt de faire une translation, de transformer en mécanique board game. Là, vraiment, ils ont presque voulu faire du 1 pour 1, ce qui a ses avantages et ses inconvénients, ce qui a certainement parlé à une certaine niche de jeux qui pratiquent beaucoup les vieux Final Fantasy, qui pratiquent les Octopath Traveler et compagnie. Moi, j'étais partagé parce que surtout, je le trouvais trop casu, en fait. Il était un petit peu trop casu et il y avait trop de manip. Fallait jeter un dé à chaque déplacement. Chaque case où tu bougeais, tu jetais un dé quasiment et je trouvais ça insupportable. Mais en même temps, à côté, il y a déjà une vraie ligne éditoriale qui est assumée, qui est revendiquée par les deux auteurs français. On voit qu'il y a énormément de travail. On voit qu'il y a vraiment l'amour de la matière d'origine et du jeu de société. Donc, je serais curieux de voir, moi, au retour, alors, tu vois, j'étais peut-être plus gros, parce qu'il y avait quand même, quelques beaux profils qui étaient là aussi. Je serais curieux de voir ce qu'ils vont faire après, en fait. Parce que là, ils ont quand même gagné ils ont dû faire une certaine marche quand même, ils ont bien réussi, ils se sont placés sur la carte vidéoludique, y compris en France, particulièrement en France. Et voilà, je les attends au tournant, parce que je suis certain, et j'avais discuté avec eux, d'ailleurs, ils assument le côté casu, ils assument le côté un peu redondant du dé. Si avec les retours qu'on leur fait, ils font quelque chose d'un peu plus poussé, je pense vraiment que ça peut être une tuerie. Voilà. Mais il m'avait beaucoup surpris lors de son passage sur Ulule, parce qu'effectivement, 1900 sur Ulule, dans le jeu de société en tout cas, personne ne fait ça. Et encore une fois, pas une grosse campagne de pub au préalable, donc quelques communications bien sûr sur Facebook comme tout le monde, mais ouais, c'était quand même assez inattendu. Je pensais qu'il ferait peut-être 500, 700, et donc ouais, j'étais vraiment surpris. Il a un univers qui me parle un petit peu quand même. Ouais. Il avait un matos assez intéressant aussi avec ce système de sauvegarde où tout est aimanté ou des trucs. Ouais, on le voyait quelque part, voilà là. Voilà ici. Donc ouais, assez sympa sur le papier. J'aurais beaucoup de plaisir à le tester si un jour l'occasion m'en est donnée. J'ai pas baqué pour autant parce que bon, l'univers est sympa, mais c'est pas un truc qui suffit aujourd'hui en 2025 à faire baquer. Il y a 4-5 ans, ouais, clairement, je pense que j'y serais allé sans problème. Là, non, j'ai pris un peu de distance, donc forcément, je pas autant qu'il fut un temps. Mais ouais, il a son charme. J'ai même songé d'ailleurs à le contacter pour le boulot, pour voir s'il serait intéressé pour qu'on lui cherche des localisations à l'étranger. Je crois que j'ai pas fait entre temps d'ailleurs. Mais ouais, c'est un beau projet, c'est vrai. En fait, ce qui m'a surpris, parce que en fait, dans ton choix, c'est que je me souviens que dans ta vidéo, effectivement, t'en as pas dit que du bien. T'en as dit beaucoup, mais t'as pas dit que du bien. Et aussi, d'ailleurs, je suis pas sur la page du Lul. Je pense que c'est pas innocent. Je viens de le voir, je m'étais pas rendu compte. Ah. Ouais, je crois que tu m'en avais parlé d'ailleurs à l'époque. Mais ouais. Donc je m'étais rendu compte à l'époque. Je m'en souviens pas. Ok. Mais au-delà de ça, moi, je me demande, et je me trompe peut-être, et j'espère pour eux, je me demande si c'est pas un éditeur qui fera qu'un jeu. C'est possible. Avec peut-être des extensions derrière, tu vois, mais Boken et mes points. Parce qu'on a dit qu'ils avaient d'autres idées. Ouais. Mais des autres idées pour des extensions ou pour d'autres jeux? Non, pour d'autres univers. Après, ce qu'on peut reprocher à l'univers, c'est d'être générique. Oui. C'est ce que je lui reprochais. Et dans le point négatif, c'était que en faisant du 1 pour 1 du jeu vidéo, tu copies les qualités, mais aussi les défauts. Donc, t'avais la quête où il faut aller tuer 12 rats dans une cave. Et celle-là, déjà dans le jeu vidéo, elle te fait chier, mais dans le jeu de société, c'est encore pire. Mais je sais pas. C'était quoi, j'allais dire? C'est Contrôle R. Contrôle F, ça, oui. Ok. Mais ouais, voilà, c'est à suivre. En plus, francophone, donc raison de plus de les suivre avec attention. Ouais, non, je trouve que c'est un bel espoir français, même s'ils m'aiment pas assez pour me mettre sur leur page. Et qu'ils m'ont plus jamais reparlé après, mais je ne suis qu'un le vecteur, je ne suis que le messager. Ils avaient dû écrire en écriture inclusive. Je suis que le vaisseau. Non, même pas. Oh, il y en a un que j'aurais voulu citer là-dedans, mais que je peux pas parce que je vais. Mais oui, il y a un sujet là-dessus. Mais souvent ceux qui le font le regrettent quand même. Hein. Quand on va pas relancer le sujet, tu remets une pièce. Mais même Eric Lang s'en est mordu les doigts. Il s'est fait déglinguer avec son jeu Mass Effect là, où il est en train de rager sur Twitter. Enfin bref, c'est à mourir de rire. Mais si même Eric Lang se prend les pieds dans le tapis, tu le fais pas en fait. Voilà. Ou tu le fais et puis tu t'assumes. Bref. Allez, à toi. Ouais. Alors, bon, moi j'ai fait une première liste, parce que de toute façon, comme on a dit qu'on en faisait 3 chacun, mais qu'elle risque de se faire piquer par l'autre, il faut avoir un petit peu de réserve. J'avais fait une liste de 13, 14 éditeurs. Qui est fou, quoi. Alors, on fait les choses, mais on les fait pas, écoute.
Non, mais j'aime bien en fait. Moi, ça fait partie des, comment dirais-je. J'aime bien faire des tableaux, des statistiques, trucs comme ça. C'est un kiff pour moi. Je sais pas pourquoi, mais depuis toujours. Et du coup, ouais, j'ai préparé un peu trop peut-être, mais et du coup, je dois essayer d'analyser lequel je dois choisir en premier pour pas te le laisser, etc. C'est un peu une galère. Et je peux te donner des indices si tu veux. Enfin, le numéro 2, c'est pas des jeux auxquels on joue, mais il a quand même eu un très très gros impact sur Kickstarter. Donc si c'est un truc qui pourrait nous plaire, je suis passé à côté. Tu vois, on a évoqué Red Zen en off. Red Zen, tu peux le sortir, je l'ai pas. Hein. J'y ai pensé trop tard. Donc tu peux le garder pour la fin, pardon. Il était dans le haut de ma liste, donc autant le dire maintenant vu que tu l'as mentionné de toute façon. Donc ouais, Red Zen Games, que l'on connaît notamment et surtout pour Scarface 1920, dont j'ai reçu d'ailleurs l'extension très récemment, et qui est un jeu assez unique qui mêle du placement d'ouvriers, du contrôle de territoire, avec des factions très très asymétriques. Alors la page se charge, et oui, on voit Nexus, leur prochain jeu qui est sorti sur GameFound il y a de ça. Je crois qu'on dit Nexus. Ah. C'est le jus gaélique. Je crois qu'on dit va te faire foutre, mais je suis pas sûr. Ouais, alors pas du tout la même idée pour le coup. Mais vas-y. Alors, on était sur le Scarface. Et il avait l'air assez unique, mais il était sur GameFound celui-ci assez récemment d'ailleurs. Et oui, donc Scarface 1920. Et j'ai reçu l'extension juste au-dessus là, Blood Business, ainsi que les deux nouvelles factions donc que tu as juste en dessous, The Golden Oaks et puis Red Dragon's Tongue, que j'ai pas encore eu l'occasion de tester parce que c'est un jeu assez massif, donc il va falloir réapprendre un petit peu déjà le jeu de base pour ensuite ajouter Bloody Business. Mais je l'attendais avec impatience parce que déjà j'ai beaucoup aimé Scarface, même si on l'a déjà dit à plusieurs reprises sur la chaîne Xavier et moi-même, on y a joué je crois que 2 fois depuis la réception. Donc c'est un jeu qui sort pas. Et qui se prête pas trop de joueurs aussi, quoi. C'est ça le problème. Ça et le fait que à 2 c'est clairement pas la configuration idéale, quoi. Comme beaucoup de jeux de contrôle de territoire. Ah, j'ai pas entendu ça. Excuse-moi, j'avais compris pas le public, pas les joueurs. C'est pas trop un jeu qui se prête à 2 joueurs. Ah ok. D'autant plus que c'est un jeu qui à 2 est pas très bon. Dupont et Dupont. Ok, oui. Donc au moins on est d'accord là-dessus. Ouais, clairement. Il était pas désagréable, hein. D'ailleurs, on a ressenti vraiment le potentiel du jeu quand on y a joué à 2 avec Xavier, mais en se disant que c'était clairement pas la configuration idoine quoi pour y jouer. Mais il semblerait, en tout cas c'était les commentaires à l'époque lors de la seconde campagne sur GameFound pour Bloody Business, qu'il permettait à minima en partie de gommer certains défauts du jeu, y compris à 2 joueurs, et aussi sur l'aspect d'un jeu qui se veut finalement, enfin qui est dans l'application plus pacifique que tu ne l'aimerais. Ouais, c'est-à-dire que t'étais pas tellement encouragé à te foutre sur la tronche en réalité. Et c'était souvent un chemin sans retour. C'est que si tu t'engages, tu donnes tout ce que t'as, et si tu te loupes, c'est fini pour toi. C'est fini, ouais, derrière. Mais je suis d'accord parce que tous les personnages ont des pistolets dans la main, mais finalement, oui, tu peux faire des parties sans... Ouais. Ouais, et Xavier, on est un peu ce profil de joueur-là, un peu pacifique, même quand c'est des jeux qui se veulent justement contre le territoire, où on se fout sur la tronche, etc. Si on peut éviter, nous on évite en fait. Et du coup, si tu nous mets pas vraiment une, comment dirais-je en français déjà, incentive, une raison, une motivation, valable, une carotte quoi, ouais. Une motivation d'y aller, on n'y va pas en fait. Et du coup, on s'était pas tapé dessus, quoi. Voilà. Si peut-être une fois, histoire de dire que il fallait essayer de voir comment ça se passait quand il y avait un combat, etc. Mais ouais, Scarface 1920, c'est un jeu que j'adore malgré tout, même s'il sort pas. Et si effectivement l'extension peut permettre de gommer certains défauts qu'il avait à 2, voire même à 3 et à 4, moi banco. Et apparemment il y a même un système d'élection pour le maire de la ville, avec bien sûr tout ce que ça peut avoir comme corruption, etc. derrière. Donc ouais, j'en attends pas mal de cette extension, même s'il va falloir rapprendre le jeu de base, bien évidemment, parce que ça fait 1 an qu'il n'est pas sorti, voire même plus que ça. Moi, c'est un jeu que j'ai vendu un peu à contre-cœur, parce qu'il me prenait de la place. Et je trouve ça dommage que, tu sais, il faille quand même maintenant X boîtes pour arriver à un jeu jouable à 2. C'est un peu je disais en début de vidéo, la vidéo que je vais faire bientôt sur tout ça, la nécessité de faire plaisir à tout le monde, un petit peu peut-être. Alors, tant mieux, quelque part tant mieux. Et en même temps, il faut 2 pledges. Donc, il faut mettre 400 balles peut-être. Et 2 étagères pour avoir un jeu qui marche à 2. Avec l'extension, ça prend une boîte de Kallax entière, ça c'est sûr, certain de façon. Mais
pour en revenir sur l'exercice du jour, qui est juste de faire ce petit Ouais. draft des tiers prometteurs. Voilà. Scarface plus Nexus qui a quand même fait 10 000 backers, quelque chose comme ça. Non, 6 000. On le voit en dessous dans le last 11 000. update. Ah non, c'est ça c'est les followers. En dessous, là, last update. Voilà, ici 6 000 presque. Ah ouais, voilà, 700 000 bouts, quoi. Donc un bon ratio backer. Fondamentalement, un jeu de cartes. Ça veut dire que quand même il y a une belle fanbase depuis Scarface, même si c'est vrai qu'il est encore très beau dans un univers radicalement différent, mais beaucoup plus random en fait, j'ai envie de dire. C'est vraiment du epic fantasy de base, tout ce qu'il y a de plus classique. Moi, je dirais plus générique aussi, mais c'est très perso. Mais tu vois, ça peut être n'importe qui fait ça. Je trouve. Ouais, non, je suis d'accord. Ouais. Non, mais c'est joliment réalisé, mais c'est beaucoup moins unique, j'ai envie de dire. Et je suis pas trop amateur de jeux en TCG, c'est les jeux de cartes un peu à façon Magic, etc. Ceci étant dit, il a l'air d'être assez cool dans son registre, et ils avaient fait appel, je vois ça, aux joueurs du dimanche, donc eux aussi ils avaient un bon budget de communication, c'est sûr. vraisemblablement. Mais tu te souviens, pardon, micro-parenthèse, tu te souviens, même leur vidéo de présentation de Scarface, c'était une tuerie, c'était une femme qui présentait ça dans un décor complètement 1920. Je sais pas si ça dit quelque chose. C'était déjà léché à la base, donc je sais pas, ils ont des fonds de base, ils ont les moyens de faire les choses bien, quoi. Ouais, clairement. Et je sais pas d'où ils viennent à la base, mais c'est vrai que ne serait-ce que pour Scarface, ah oui, donc je veux dire, ils avaient mis les petits plats dans les grands, ouais, clairement. Ouais. Et là, donc, le matos pour Nexus fait plaisir aussi à voir. Hein. Qu'on aime ou pas la DA, ils ont encore sorti une très belle production et le jeu est attendu, ça se comprend. Et je pense que c'est un éditeur sur lequel il va falloir compter dans les années à venir si tout se passe bien pour eux, parce que visiblement ils ont de la suite dans des idées et ils savent où ils vont, quoi, clairement. C'est ça, qu'on aime ou pas Nexus, parce que moi ils m'emballe pas du tout, on peut attendre le prochain avec tout autant d'impatience quand même, tu vois. Et donc à ce titre-là, il mérite bien son... Et je vais pas dire que Nexus c'est un petit projet, mais peut-être que c'est un jeu un petit peu intercalaire, tu vois, entre Scarface qui est un gros mastodonte et un prochain gros machin. Peut-être qu'ils ont fait un jeu de cartes un tout petit peu plus léger. Je dis pas que c'est plus facile à produire ou à concevoir, mais en termes de production, c'est quand même plus léger, quoi. Avoir un potentiel gros jeu derrière à nouveau, je sais pas, on verra. Peut-être. Mais en tout cas, je sais que je l'attendrai de pied ferme, ouais. Oui, pareil, avec curiosité. Oui, un jeu de cartes, souvent, ça coûte plus cher parce qu'il faut payer un illustrateur ou des illustrateurs pour chaque carte, et ça, on sait que ça coûte un bras. Mais il y a peut-être quand même, oui, des souplesses en termes de... Peut-être même de développement, parce qu'une fois que tu as ton espèce de charte pour équilibrer les choses, tu vois, ton tableau ou ton système pour équilibrer, t'as moins d'imprévisible qu'un jeu avec plus de, enfin, je sais pas, qu'un jeu avec plus de figurines, avec des factions asymétriques et compagnie. Je vois. Ok, donc à voir. En deuxième, alors j'aurais pu mettre Skytier Games, juste parce que on avait oublié leur nom la dernière fois, la fois d'avant. Et j'ai essayé d'en parler désespérément, on n'était pas foutu de se souvenir même du nom d'un seul de leurs jeux. Je crois que c'est leur troisième, la Onwards, qu'ils ont financé, que j'ai backé avidement. Mais finalement, il y a encore... Enfin, sur Horde, j'étais moins emballé, donc voilà, pour moi, il le méritait pas tant. Donc j'ai choisi un éditeur que je connais... Les deux suivants, là, je les connais pas du tout. Et c'est plus une prise de risque, mais ça permet aussi peut-être de montrer autre chose à ceux qui nous regardent et à ceux qui nous écoutent que des jeux que j'ai déjà review 12 fois et dont on parle à chaque fois. J'ai choisi un jeu qui pourtant m'a tenté longtemps. L'éditeur s'appelle Equinox. Est-ce que ça te parle? Du tout. Bon, ok. Ça, peut-être ça te parle. Ah ouais. Oui, d'accord. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que quand je suis allé chercher un petit peu les profils qui collaient à tes demandes complètement délirantes là, de moins de 3 ans et moins de 3 jeux, je suis tombé là-dessus, mais moi j'avais été attiré par la DA et par le côté jeu de cartes à collectionner qui sera mon point faible toute ma vie. Et en même temps, bon, il y avait des trucs un peu compliqués. Déjà, j'ai du mal à backer des TCG sur Kickstarter, parce que si ça ne vit pas, ton investissement de départ, il est perdu forcément, puisqu'il n'y a pas de suite, et donc tu complètes jamais ta collection. Et puis il y avait ce côté QR code où les cartes ont tout un QR code que tu peux scanner pour avoir une espèce de collection virtuelle, et je trouvais ça bizarre. Ce que j'ai appris donc là, en me penchant dessus, c'est que l'auteur, c'est pas n'importe qui, mais ça, peut-être que tu le savais déjà, ou pas. Oui, bien sûr. Ok, bien sûr. Bah moi je le savais pas. Donc l'auteur c'est Régis Bonnecé, c'est celui qui est derrière Dixit et Mysterium, qui sont quand même pas des petits jeux et des jeux que je sors encore avec plaisir, même si aujourd'hui j'estime être un peu plus expert que ça. C'est des jeux qui sont un petit peu intemporels pour moi. C'est un peu notre Monopoly, tu vois.
Parce qu'il a sans promotion excessive, il a déglingué Kickstarter avec 15 000. 6 millions. 6 millions. Sachant que donc, depuis, entre-temps, il y a des investisseurs qui, je crois, se sont greffés sur le projet, ce qui est normal en fait, ce qui est d'ailleurs une bonne chose. Et donc à chaque fois je le vois, mais encore plus maintenant que je sais tout ça, j'ai envie de pledger. Donc d'une part, je serais curieux d'essayer ce jeu parce que j'aime bien les jeux de cartes et que encore une fois je le trouve assez enchanteur, mais aussi avec les moyens aujourd'hui qu'ils ont et le pédigré de l'auteur, je serais curieux de voir quel sera l'après. C'est-à-dire est-ce qu'ils ne font plus que ça ou est-ce qu'ils vont sortir un jeu dans cet univers mais autre chose ou bien un jeu complètement différent. En tout cas, je pense que vraiment qu'il y a quelque chose à aller creuser. C'est quelque chose qui, en tout cas, personnellement, m'intéresse beaucoup. Et j'aurais peut-être dû backer le minimum, le Discovery Pack, qui était quand même pas très cher, franchement. De starter pour 24 balles. Pour me faire la main. Je serais là, actuellement, tout de suite, on peut pas en obtenir. C'est pas livré et tu peux pas aller en chercher. Mais j'aimerais vraiment beaucoup le tester. Donc voilà, ça fait partie je pense, des éditeurs à surveiller, que ce soit pour ce jeu ou peut-être pour ce que sera l'après. Ouais, après, vu le résultat de Altered, est-ce qu'il va pas se focaliser là-dessus alors, sur le long terme? Oui, alors oui, j'espère d'ailleurs pour tous ceux qui ont baqué qu'il y aura une suite et que ça durera longtemps, mais est-ce qu'après, lui, l'auteur, Régis Bonnetsay, est-ce qu'il va pas continuer son chemin et lancer d'autres pistes pendant qu'il ait une équipe qui continue à faire des saisons, tu vois? Ouais, c'est possible. Comme elle l'avait fait Magic, oui. Ah ouais. Donc, mais voilà, j'ai un vrai intérêt là-dessus, je l'explique pas forcément. Mais bon, depuis Earthbound Rangers, je me rends compte qu'un jeu de cartes, que je sois collectionné ou pas collectionné, peut parfois cacher des mécaniques plus intéressantes. Enfin non, Magic c'est intéressant, mais radicalement différentes de ce qu'on peut en attendre en fait. Tu vois, que des Magic, que des Lorcana aussi, peut aussi y avoir d'autres choses. Je dis ça parce que j'ai reçu l'extension de Earthbound Rangers il y a pas longtemps. Donc ça me rappelle que oui, les jeux de cartes ne sont pas que des simples jeux de cartes où tu poses des terrains et tu lances des créatures, quoi. Plus maintenant. Ouais. Bah oui, effectivement, je l'ai pas vu venir parce que même si il y avait vraiment pris tout le monde par surprise sur Kickstarter de son annonce et que je l'avais couvert sur la chaîne également, bien sûr, c'est clairement pas un jeu dont je suis friand. Enfin, je te l'ai dit juste avant pour Nexus. Moi, tout ce qui était CG, c'est pas un truc qui me parle outre mesure. Je dis pas que c'est pas des bons jeux. D'ailleurs, j'ai déjà joué à de multiples reprises à Magic il y a fort longtemps. J'ai joué aussi à un des jeux de Sorry We Are French. Comment ça s'appelle derrière? Attends, je le ressors vite fait. Vas-y. Alors, c'était Gosu X. Ah bah oui. Qui peut s'y apparenter aussi, et est très très sympa, j'aime beaucoup, mais je suis juste pas le cœur de cible pour ce genre de jeu-là en général, quoi. C'est pas un truc qui m'attire outre mesure, quoi. Surtout quand il y a un aspect rareté, collection, etc. Parce que c'est un puits sans fond. Une fois que tu rentres là-dedans, faut dépenser des milliers des cents, et je trouve ça un petit peu malsain, même si je comprends le modèle économique derrière, j'accuse personne, mais c'est pas un truc qui m'attire aussi pour cette raison, quoi. Même l'Orcana, tu vois, qui a quand même malgré tout ma faveur régulièrement, bah j'ai toujours cette frustration de bah oui, mais cette carte-là, je l'aurai jamais, ou faut que j'aille l'acheter ou l'échanger, ou je sais pas quoi. Et très vite, ça va m'éloigner de ces jeux-là. Mais je voulais juste parler, voilà, d'éditeurs qui sont pas ceux dont j'ai déjà parlé récemment, tout simplement. Ouais, et 2 éditeurs français en 2 projets, c'est bon. Ouais. Dans le Made in France. J'espère que Monsieur le Président sera fier de moi et qu'il a pas regardé le segment d'avant. Bon, très bien. Et ben moi, du coup, j'avais mentionné donc Red Zen lors de mon premier choix. Mon second, je m'inquiète pas trop. Je sais que il risque pas d'être choisi. Ouais, je vais le prendre en second, même s'il y a aucun risque qu'il soit pris entre temps. Et je le prends aussi pour être un petit peu original, parce qu'il y avait d'autres choix qui auraient tout aussi bien pu être aussi intéressants, qui sont derrière des projets que j'affectionne peut-être encore plus d'ailleurs. Mais j'avais envie de mentionner ce petit éditeur qui se lance un petit peu et qui a su faire un jeu qui m'a vraiment charmé, que j'aime beaucoup. Et l'éditeur en question, c'est Esper Games. Et en fait, c'est l'éditeur derrière Jisogi. Bah, t'es sûr. Qui se trouve juste derrière moi. J'en étais sûr. On y revient. Ah bon? On y revient encore une fois. Et vous retapez la même page Kickstarter que la dernière fois et la fois d'avant. Et ouais. Exactement. Moi, je scrolle même plus, là. Les gens la connaissent par cœur. Vas-y, mais j'en ai des marottes aussi. Je sais ce que c'est. Non, en fait, vraiment, j'aurais pu choisir d'autres. Je mettrais quelques mentions honorables à la toute fin pour les mentionner quand même. Mais je pense qu'il y en a plusieurs
qui auraient pu ou dû trouver leur chemin dans mon top 3 au-delà de celui-ci. Mais vraiment, là, c'est la belle petite histoire, quoi. C'est un Brésilien qui vit au Japon, qui fait pas du tout du jeu de société à la base, mais c'est une passion. Il s'est dit, tiens, je vais me lancer dans la création. Il a fait un premier jeu de deck building un petit peu original dans cette catégorie-là, mais avec de l'IA à outrance, qui avait fait un petit tollé quand même malgré tout. Et du coup, second jeu, donc un jeu de placement d'ouvriers dans l'univers de l'animation japonaise, il a pris le parti pris radicalement opposé de faire appel à des illustrateurs du milieu, donc du manga, de l'animé, et du coup le rendu visuel est vraiment vraiment cool. Au-delà de ça, la thématique est vraiment sympa parce que tu vas monter ton studio d'animation, tu vas créer justement des animés originaux, et ça marche très bien. Et puis en plus c'est un jeu de placement d'ouvriers, gestion de ressources, comment dirais-je, qui est pas expert, on dirait un jeu initié qui se sort facilement parce que c'est une partie de 1h10, 1h15 quand on est à 2, donc vraiment un jeu facile à sortir. Et ouais, non, il a beaucoup de choses pour lui, donc ouais, j'avais envie de le mentionner rien que pour ça en fait. Sachant que tu en as déjà tout dit, finalement. Ouais. Donc ça sera plus court. Il me semble que t'étais pas spécialement un grand amateur d'animation japonaise, mais que même toi, t'avais envie de l'essayer malgré tout. C'est exactement ça, ouais. C'est que je suis pas du tout, enfin, c'est pas que je suis pas sensible particulièrement ou j'ai pas la connaissance. Mais quand je vois ça, je dis ouais, mais ça, je le veux tellement. Et d'ailleurs, c'est marrant, puisqu'on avait fait en tout cas, j'avais fait à l'époque le parallèle avec Scarface 1920 dans le côté, tu sais, le gros texte au-dessus des cartes et les illustrations, même si c'est pas le même style d'illustration. Donc non, c'est un jeu, tu m'en parles à chaque fois je vois la même page et je me dis ouais, mais ça a l'air super chouette et j'aimerais bien que tu m'y fasses jouer, ouais. Avec grand plaisir. S'ils ont un TTS, je sais pas si c'est le cas, mais je regarderai la page à nouveau. Bah si, c'est marqué TTS mode d'ailleurs, donc ouais, il y a moyen de le tester peut-être pendant l'été. Alors on a un projet, enfin c'est pas un projet, on a évoqué le fait de jouer des jeux ensemble avec Kevin là, dans les prochaines semaines et d'en parler dans le prochain podcast. Je sais pas si ça peut vous intéresser ou surtout si vous avez un veto absolu, mettez-le maintenant dans les commentaires. Je sais pas s'il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ça pourrait être une expérience rigolote, pas jouer devant vous parce que ça c'est long et ça intéresse pas grand monde. Mais sur TTS, ce serait chiant. En plus, mais par contre, ouais, d'en faire un petit retour de quelques minutes dans la partie actu, la première partie. Donc, on a joué à ça. J'ai bon espoir. C'est en cours. Je remplis les news comme ça en plein milieu, mais j'avais pas pensé avant. D'avoir au moins une histoire de Speed Stories que je vais présenter aussi à PEL, là, de Je suis d'ailleurs, envoyée à moi et à Kevin pour qu'on l'essaye, qu'on dise ce qu'on en pense. C'est pas un partenariat, mais voilà, ils veulent pas particulièrement faire de marketing. Je leur ai dit, bah, juste, tu m'envoies une copie, genre en PDF, et je dirai aux gens ce qu'on en pense. Donc ça peut, voilà. Je pense que ce serait assez rigolo en plus, comme on voit que on est taquins tous les deux. Ça peut être une bonne idée. Bref, peut-être donc ça pour août, sachant qu'en août, en plus, normalement, on a un invité, donc il va falloir caler le programme avec un petit peu au chausse-pied, peut-être. Donc c'est à moi, alors. Yep. C'est à moi. Alors attends, j'organise mes onglets au cas où on aurait besoin d'y refaire référence après. Ok, donc je suis tombé sur un truc qui est pas du tout dans notre giron habituel, qui a été une des bombes récentes sur Kickstarter, mais alors comme quoi, hein, tu peux être la bombe que tu veux, tu passeras toujours inaperçu pour certains. Après, tu vas sûrement me dire, ouais, je connais, avec ton air un peu là, parce que t'as fait le menu crowdfunding. Ton air hautain là. L'éditeur, allez, on commence par l'éditeur, il s'appelle Factory Fortress. Non, le t'as peur, rien. Bon, ok, c'est déjà un bon point. Le jeu s'appelle Strange Crusade. Ouais, par contre, ça dit quelque chose. Ok. Donc, Strange Crusade, c'est un jeu, c'est un wargame. Ouais. C'est un wargame qui est allé chercher 3 millions d'euros, d'euros-dollars sur Kickstarter, 20 000 contributeurs pour du wargame le plus pur, c'est-à-dire que c'est les figurines. Attendez, je vais chercher ça tout de suite. Voilà, le décor, il vient bien sûr des pas vendus avec. On est vraiment sur des figurines type Warhammer 40 000. Et ils ont donc littéralement cassé Kickstarter. Hein. C'était une très très grosse surprise dans un hobby vu comme une niche d'une niche hein, aujourd'hui. Ceux qui vont vraiment aller jusqu'à faire des décors comme on a vu sur la photo sur laquelle on repassera tout à l'heure, ceux qui peignent leurs figurines et autres. Alors, c'est un studio qui sort pas de nulle part. D'ailleurs, il est plus considéré comme un groupement d'artistes que comme un éditeur. Enfin, c'est un groupement. J'ai vu ça sur la formulation m'a fait rire sur Internet. Hein, c'est un groupe d'artistes qui fait des jeux. Il y a quand même derrière un mec qui s'appelle Michael ou Mike, comme on veut, Francina,
Si le nom te dit rien, il est derrière la DA de Diablo, Magic et Path of Exile par exemple. Donc des petits jeux indés, tu vois. Et au design, on a entre autres Tuomas Pirinen qui est derrière Mordheim et la 6e édition de Warhammer. Donc c'est des mecs qui pèsent de ouf. Évidemment, ça a dû jouer. Malgré tout, la somme surprend. Ouais. Puisque c'est du wargame. Hein. Alors, en fait, j'ai pas grand chose à en dire dans le sens où c'est pas trop ma came. Juste ce que j'ai lu sur cette campagne et ce que j'ai lu dans la campagne me donne beaucoup d'espoir parce qu'on est dans les espoirs pour la suite. On voit que c'est un monde qui est, alors c'est marrant, c'est pas du steampunk, c'est presque du medieval punk puisqu'on a l'impression d'être dans les tranchées de la Première Guerre mondiale et ça se passe au 11e siècle avec on le voit avec les saints et puis les hérétiques et puis un petit peu tout ce qui tourne autour avec les démons, la Nouvelle Antioche et même les sultans, donc peut-être une allusion à l'islam puisque tout est un petit peu dévoyé, hein, c'est un monde un petit peu parallèle. Et mais sinon voilà, vous voyez, c'est le jeu où il faut avoir ses propres dés, faut avoir ils vendent des figurines à un bouquin de règles, voilà. Donc c'est pas du tout public. Et c'est vraiment ce qui a priori c'est pour ça qu'ils ont été loués. Déjà pour leur ambiance, et alors ils ont un lore de fou. Enfin, tout ça, c'est du lore. Et quand je dis du lore, c'est pas des images. Hein. Tout ça, c'est du texte. Hein. C'est les mecs, ils ont vraiment un lore de malade. Et donc, ils ont été loués pour être un petit peu l'éditeur qui va uniquement aller chercher les gens qui aiment déjà ces jeux-là. Ils vont essayer de donner un maximum à leur fanbase potentielle, à leur backer potentiel, à tel point qu'ils sont maintenant appelés les bébés Game Workshop, c'est-à-dire ceux qui font Warhammer. Et je trouve ça marrant et pas déconnant, alors que c'est un petit peu involontairement, c'est devenu un petit peu le fil rouge de cette émission, mais là, il y a quelques jours ou quelques semaines, il a été annoncé que la dernière édition de Warhammer 40 000 Horus Heresy avait enlevé toute mention de genre dans leur Space Marine pour rendre le jeu plus inclusif et permettre à tout le monde d'avoir de se fantasmer Space Marine. Et à côté de ça, donc, on a ce jeu-là qui, lui, est droit dans ses bottes et dit non, nous, on propose ça. Si vous aimez, vous venez. Si vous aimez pas, vous ne venez pas. Ils prennent en fait un petit peu le contre-pied de Warhammer 40 000. Donc, en fait, il faut savoir parler à ton public. Eux, a priori, c'est ce qu'ils ont su faire. Et Games Workshop ne mourra pas parce qu'il a tendance à féminiser ses personnages ou quoi que ce soit, peu importe. Mais en tout cas, ouais, il y a de la place aujourd'hui pour quelque chose de d'un peu rugueux, tu vois, d'un peu gore, de ce qu'était Warhammer avant, en fait. C'est-à-dire pas un truc qui plaît à tout le monde. Et ça, je trouve ça bien qu'il y en a encore qui aient les couilles, pardon, je le dis comme ça, de le faire, et que le public suive, quelque part, ça nous donne raison, ça leur donne raison. Et pour moi, c'est le gros espoir, même, tu vois, sur la façon de penser ton jeu, ta niche, ton concept. Je vais au bout, je donne ce qu'ils veulent aux gens qui veulent, et sans pour autant antagoniser les autres, tu vois, c'est pas un jeu qui est anti-inclusif du tout. C'est juste un jeu qui est ce qu'il est. Et ça, je le respecte profondément. Ouais, j'entends. Bah, c'est du coup intéressant parce que t'as pris le parti de choisir un jeu qui n'est fondamentalement pas un jeu entre guillemets pour toi, dont t'es pas le cœur de cible. Donc t'as certainement été un peu plus, comment dirais-je, objectif que moi vis-à-vis de ta sélection, parce que moi je me suis basé quand même en grande partie sur mes goûts à moi. Et clairement, alors même si j'en ai parlé dans le menu crowdfunding aussi parce que ça fait un gros succès, c'est clairement pas du tout ma came, moi, en fait. Je reconnais que les miniatures sont folles, que le lore derrière est fou. J'avais exploré un tout petit peu ça pour en parler dans le menu crowdfunding à l'époque. Mais ouais, je suis tellement pas le cœur des cibles, je ne sais même pas quoi en dire. Je suis pas du tout joueur de jeux de guerre déjà. Donc c'est pas une catégorie de jeux que je connais suffisamment pour pouvoir en parler. D'ailleurs, à chaque fois que je traite un wargame sur le menu crowdfunding, je le dis à chaque fois que j'y connais rien, donc je sais pas quoi dire. Mais ouais, celui-ci, il a vraiment des très belles miniatures. Enfin, l'univers est fou, très sombre, un peu glauque, mais dans le bon sens du terme. Mais ouais, je saurais pas quoi en dire encore une fois, parce que le wargame et moi, c'est des choses qui se rencontrent pas en fait. Ouais, non, mais je le comprends. Après, moi, j'ai joué à Warhammer, surtout Warhammer 40 000 quand j'étais ado. Donc aujourd'hui, tu me les donnes pré-montées, pré-peintes, le jeu, je l'achète. Hein. Je trouve ça génial. T'as comme une affinité. J'ai une forme d'affinité avec le. D'ailleurs, je vais parler en fin de mois normalement, ouais, d'Apex Legends. C'est jamais qu'une version plus abordable parce que avec tout le matériel fourni de Wargame. En tout cas, des jeux d'escarbouche, tu vois. Alors j'adore. Je fais juste une pause là-dessus. Là, à la place de la Holy Grenade, c'est une espèce de bombe atomique. Je trouve vraiment le design. Après, c'est voilà, il y a quand même des gens derrière qui que tu peux presque prendre en valeur faciale, comme on dit, tu vois. Parce que juste leur nom te dit que normalement c'est une bête de jeu. Après non, c'est sûr, je l'achèterai pas.
C'est plus pour le concept, tu vois, c'est le jeu qui s'adresse à son public et qui a un univers sans concession. Et encore une fois, c'est ce qu'était Warhammer avant, en fait. Je sais plus où j'avais lu ça, quelqu'un qui disait que Warhammer 40 000, c'était le seul jeu de droite parce que même les gentils, c'était des saletés. Parce que l'empereur, en fait, c'est une raclure, tu vois, le mec qui veut brûler des planètes pour pas prendre de risques. Et je trouvais ça trop marrant, mais ça se perd chez Games Workshop. Encore que le jeu vidéo Space Marine 2 revient un peu là-dessus. Et donc là, on le retrouve un petit peu. Et peut-être aussi que l'univers, le côté un peu médiéval glauque, c'est quelque chose peut-être qui m'attire. Il y a un petit côté Blasphemous là-dedans aussi, quand même, tu vois. Pour ce qui est de mon dernier choix, puisqu'il en faut bien, j'ai eu du mal à choisir, très honnêtement. J'avais deux, trois éditeurs qui me parlaient bien, mais il fallait choisir, et du coup, je me suis orienté vers un éditeur dont tu as couvert le jeu. Quel honneur. Et oui. Je l'ai choisi surtout pour toi, hein. Non, clairement. Non, c'est un éditeur qui n'a fait qu'un seul jeu pour l'instant. Je devrais pouvoir deviner normalement. Non, ouais, tu dois pouvoir deviner. L'univers me parle beaucoup et il est magnifique, il est très très beau, et l'indice suivant devrait suffire pour que tu devines, puisque l'auteur du jeu est également l'illustrateur. Eh ben non, pas du tout. Eh ben non. Il traite trop de jeux au quotidien, et du coup il a oublié l'existence de ce jeu dont le titre contient le mot couronne en anglais. Le mot couille. Pardon, je craque. Old King's Crown. Eh oui. Il y a un développeur et un... Ouais. Ah, ok. Oui, si, mais je pensais qu'il y avait qu'une seule personne derrière et du coup, je pensais pas du tout à ce jeu-là. Ok. Oui, alors oui, forcément, oui. Ah putain, comment c'est plus une... Tu vois ce qui m'est revenu? Il m'est revenu ça et... Oh merde. Et Lord Raccoon Games aussi, en français, Quentin Vernet, qui a fait 2 très bons jeux et dont j'attends peut-être une suite un jour. Bref, vas-y, c'est à toi, à vous l'honneur. Ma foi, j'ai pas grand-chose de plus que ça à en dire. C'est vrai que le jeu c'était un premier projet sur Kickstarter, et bon, il a fait quand même 435 000 livres, donc plus de 500 000 euros, 7 000 backers pour un primo-éditeur. Mais en fait, c'est le truc, il est tellement beau, en fait, il est magnifique, et en plus de ça, derrière, il y a vraiment un jeu, en fait. Et ce jeu-là, il a en plus une vraie originalité, quoi. Il est assez unique, il y a une forte asymétrie entre les différentes factions, et quand j'en suis ressorti de nos 3-4 parties de test à l'époque, avec cette impression de n'avoir jamais vraiment joué à un jeu comme celui-ci. Et ça, c'est après 5, 6, 7, 8, 10 ans, 20 ans dans le milieu du jeu de société, c'est des trucs que tu cherches, des trucs que t'as pas encore vécu, que t'as pas encore expérimenté. Et pour moi, Old King's Crown se place clairement dans cette catégorie-là, en plus d'être visuellement magnifique. Et donc, ouais, j'ai vraiment hâte de savoir ce que vont nous proposer Eerie Idle Games par la suite. Est-ce qu'ils ont encore d'autres projets dans leur petite cavité cérébrale? J'espère en tout cas. J'espère que ce sera pas que du Old King's Crown, parce que j'imagine qu'ils ont peut-être des idées d'extension, j'imagine, mais j'espère qu'ils auront aussi d'autres projets tout aussi beaux, tout aussi comment dirais-je, riches en termes créatifs, parce que s'il arrive à mêler des jeux aussi beaux et aussi originaux derrière, ouais, non, je suis preneur à chaque fois. Et alors je me permets de rajouter ma petite expérience. Je suis pas certain qu'ils fassent des extensions dans le sens où ils ont passé des années. Il a été financé quand ce jeu-là. Ouais. Il a été financé en 2023. Ouais. Ils ont changé énormément de choses par rapport à la version à laquelle tu as joué, sur comment on prend le trône, comment on garde le trône, des espèces de notions de quête. Maintenant, tu as des espèces de quêtes que tu peux faire à côté. Parce que j'ai participé au premier championnat du monde de Old King's Crown. Oui, j'ai vu ça. Et il faut quand même savoir que j'ai battu Pablo, donc le créateur. Voilà, le créateur du jeu. Sur une partie, la partie que j'ai gagnée là en phase éliminatoire, j'ai battu Pablo entre autres, et j'étais fier comme un pan parce qu'il m'a pas laissé gagner. Hein. Bon, c'était bienveillant, c'était un concours vraiment bienveillant, mais pour autant personne m'a fait de cadeau et j'ai pris une raclée sur toutes les autres parties. Mais celle-là, j'ai tiré un truc. C'est un jeu où tu fais tes propres mécaniques en fait, tu crées ton engine avec tous les trucs à ta disposition. Et c'est vrai c'est un jeu qui permet de la créativité. Moi, c'est ça que je trouve fou, c'est que les règles sont finalement assez lâches. Tu poses des trucs, tu prends des trucs,
Mais il y a des nouvelles règles pas sur toutes les cartes. Alors je le vends peut-être mal parce que je donne l'impression qu'il est compliqué. C'est juste que tu peux changer ta façon de gagner, tes conditions de victoire avec ce que tu vas acheter. Et ça, c'est complètement fou. Et tu peux retourner la partie jusqu'au dernier tour aussi. Ça, c'est dingue aussi. Ouais, oui, c'est vrai. En Donc tout cas, oui, c'est l'expérience qu'on avait eue déjà quand on avait joué sur le proto, alors qu'il n'était pas encore terminé. Et j'ai suivi chacune des mises à jour, pas des mises à jour, mais des updates de fin de campagne, tu sais, post-campagne, pour voir le développement du jeu, quand est-ce qu'il va arriver, etc. Et à chaque fois que je recevais une notification pour me dire, ah, il y a un nouvel article, je sautais dessus parce que c'est un projet qui m'enthousiasme beaucoup, ouais. ouais. Et aussi, bon, c'est vrai que j'ai dit qu'il était magnifique, il est très très bien produit aussi, mais en même temps, il montre aussi que t'as pas besoin de mettre du kilo plastique partout, du métal, enfin, etc., pour faire un jeu qui visuellement envoie du pâté, clairement, parce que il a des meeples qui sont très jolis. Tu peux prendre effectivement des pièces en métal si tu le souhaites, etc., mais c'est pas un jeu qui est hyper surproduit non plus, et pourtant visuellement il envoie. Bah, c'est un all-in à 100 balles, quoi, en fait, tout simplement. Ouais. C'est un all-in à 100 pas balles, 100 mais euros ou c'est 100 livres, disponible, mais hein. oui, voilà. Mais je veux dire, c'est pas un Et, all-in à 300 euros, quoi. Et en add-on, tu pouvais aussi ajouter un insert en bois. Ah oui, c'est vrai. Oui, qui était assez coûteux, par contre, comme tous les inserts en bois. Ouais. Bah ouais. Ouais, excellente Et donc, ouais, j'en ai suggestion, beaucoup, excellent jeu, excellent éditeur. J'espère qu'ils feront autre chose que ne sont pas l'éditeur d'un seul jeu, eux non plus. Ouais. Mais je pense clairement. parce qu'ils sont assez lucides, hein, finalement. J'ai la chance d'échanger ponctuellement de temps en temps avec eux. Je pense qu'ils sont lucides sur l'attente qu'il y aurait sur un jeu ultérieur, tu vois. Ils peuvent pas ressortir, derrière ça, tu peux pas sortir un jeu de loi, en fait, tu vois. Ouais, clairement. Et Non, c'est puis en presque, plus, ça je peut sais être que vu. sur celui-ci, ils ont bossé genre 5-6 ans minimum. Donc, s'ils sont sur le même rythme, bon, après, peut-être que le succès de Old King's Crown va faire qu'ils vont pouvoir avoir une équipe un peu plus costaud et du coup, fluidifier certaines choses, peut-être bosser un petit peu plus vite, mais je doute qu'on voit une nouvelle campagne dans les 2 ans qui viennent, quoi, clairement. Ah, c'est clair. Ouais. Non, ils ont déjà un développeur, il faisait partie des arbitres du tournoi, c'est comme ça que j'ai su qu'il y en avait un. Quelqu'un qui s'occupait de valider, d'éprouver un petit peu toutes les modifications qu'ils ont faites depuis la campagne. Donc ils ont au moins une personne qui a l'air d'être une très grosse tête et un très gros fan du jeu. Donc pourquoi pas. Puis il y a une vraie communauté derrière, hein, sur leur Discord et tout. Bah, s'ils ont animé un tournoi et dans lequel pas mal de gens semblaient déjà se connaître entre eux, je pense qu'ils ont aussi réussi à fédérer autour de ça, mais c'est pas étonnant. Ouais. Ouais, c'est un jeu qui a su se faire une communauté avant même sa sortie de manière assez impressionnante aussi. Qui avait dû avoir un truc, je sais plus, ça c'est des trucs que j'oublie, mais qui avait dû être campagne de l'année à l'époque sur la chaîne quand j'avais fait le World, je pense. Je sais que j'en avais parlé à ce moment-là. Parce qu'il m'a bluffé et il continue de me bluffer quand j'y retourne. Mais par contre, il y a une vraie courbe d'apprentissage, quoi. Ouais, clairement. C'est-à-dire que quand on m'explique à chaque fois après dans le tournoi, là, quand on m'explique pourquoi j'ai perdu, je me rends compte de toutes les ficelles que j'ai tirées sans même me rendre compte, tu sais. Tous les trucs, un peu les mains invisibles et les choses. Enfin, voilà. C'est pas un jeu qui se joue sur un coin de table. Mais qui peut aussi se jouer de manière plus light, si tu veux. Mais l'écart de niveau sera puni, par contre. Si tu joues avec un pro, tu vas te faire plier, quoi. Mais d'ailleurs, c'est un des trucs qui me fait un tout petit peur, parce que moi j'attends avec impatience de recevoir mon pledge, bien sûr, parce que je l'ai backé. C'est que je sais que Xavier te dira qu'il est pas bon, tu vois, ce jeu-là. Parce qu'il gagne jamais. Je vais ni abonder dans ton sens, ni aller dans l'autre sens contraire. Ne se prononce pas. Mais disons que peut-être qu'il va être difficile à sortir aussi pour ça. Donc j'ai un tout petit peu peur de pas le sortir autant que je le souhaiterais. Donc va falloir que mon fils, qui vient d'avoir 3 ans, se sorte les doigts du fion assez rapidement pour jouer à des jeux experts avec moi. Alors qu'il prenne son envol un jour quand même, hein. Ouais, le vocabulaire, on s'en fout. Tu parles dans 5 ans, ça me va. Mais d'abord jouer à des jeux experts. Ouais, excellent mais choix. Papa, comme en anglais, je parle que japonais, français. Oui, c'est vrai, il y a un petit peu de texte aussi dans le jeu. Par contre, c'est un jeu qui peut pas se priver complètement de texte. Mais il avait une VF, hein, si je me souviens bien. Oui, une VF, mais Matago, et du coup, j'avais peur. Moi, je l'ai pas backé, en fait. J'ai dit, comme j'avais revu le jeu, j'avais dit, est-ce que je peux te l'acheter en direct quand il sortira? Je voudrais bien voir d'abord entre une VF ou une VO, ce qui vaut le mieux. Et moi, je l'ai pris en VO, ça. Depuis, je back plus que de la VO, donc je pense que je lui achèterai une VO. J'espère qu'il en aura une sous le bras pour moi, ouais. Oh, bah oui, quand même. Mais non, oui, après, j'ai insisté 2-3 fois, mais je vais pas non plus lui rappeler toutes les semaines. Mets-moi une de côté, je te la prendrai. Mais voilà. Parce que bon, je veux pas trop cracher sur Matago, mais c'est pas les meilleurs VF du monde, et de toute façon, les VF, j'en ai marre, donc ouais. On en est toujours déçus.
Et du coup, je vais quand même, par plaisir, mentionner 3-4 petites mentions Ah honorables ouais, de 4 ceux-là. quand même, vache. Quelle heure il est, Ah, là? allez. Non, mais 17 c'est heures. juste parce que bon, ça fait quand même plaisir de parler de petits éditeurs un petit peu excitants pour l'avenir, quand même, Ah ouais. malgré tout. Ah ouais. Hein. Ok. Et c'est juste en 1 minute chacun, juste pour mentionner leur nom, quoi, vraiment. Et je sais que tu vas en partager plusieurs. D'ailleurs, il y en a un, je suis étonné de ne pas l'avoir vu mentionné de ton côté. Ou alors, c'est qu'il respecte pas mes critères, mais je pense que si, parce que j'ai vérifié sur BGG. C'est Glass Cannon Unplugged. Bah non, il respecte pas. Ah oui, mais toi, tes Pourquoi pas? critères, c'est moins de 5. Moi, mes critères, c'est moins de 3. Ah, d'accord, c'est parce qu'on n'avait pas exactement. Donc, c'est Ouais, parce d'accord. qu'on n'avait pas le... Oui, évidemment, ouais. Et puis, en plus, comme je vais en parler dans une semaine, encore une fois, je préférais aller un petit peu en dehors des sentiers battus. Mais évidemment que c'est le... On l'a dit la dernière fois que c'était un des plus prometteurs. C'est la dernière fois ou il y a quelques mois? Je l'avais énoncé comme Enfin, un des... on l'avait mentionné en tout cas, ouais. Ouais, ouais, comme un des plus Parce que prometteurs. pour l'instant, ils ont quoi? Ils ont Apex, ils ont Ils ont Dying Light, qui est pas encore sorti, Frostpunk. donc ça compte pas. Ben, Frostpunk. ouais. Pour moi, moins de En fait, 3, fallait qu'il y en ait 2 maximum. Et pour moi, avec Dying Light, ça faisait 3. Dying Light, il est pas sorti. Ouais. Mais ok. Je manquais un peu de Soit précision dans mes commentarisé. critères. Non, mais oui, il mérite. Mais de toute façon, il aurait été trop redondant sur la chaîne, donc moi, je l'aurais pas évoqué. Je suis content que tu le fasses aussi. Je vois. Ok. Sinon, tout à l'heure, j'étais mentionné aussi que j'hésitais entre donc Eerie Idle Games que j'ai finalement choisi et un éditeur français qui l'aurait mérité tout autant. C'est Aurora Games qui avait fait Ibris. Alors l'extension pour le coup, moi je l'ai pas, enfin si je l'ai baqué mais je l'ai pas encore reçu je crois. Mais il si paraît je que c'est un me souviens. bordel sans nom. Après, j'ai que l'avis des gens qui m'en parlent, hein, mais Ouais. Bah écoute, je sais pas, moi je me base uniquement sur le jeu de base et ce que j'en ai pu voir et moi je trouve que c'est hyper prometteur. C'est un peu fouillis, il y a beaucoup de trucs. Il faudrait que j'y joue plus avant d'avoir un avis véritablement fermement établi. Mais ouais non c'est prometteur quand même en tout cas. Enfin c'est un jeu qui a des ambitions et qui mêle pas mal de mécanismes que j'aime bien qui plus est. Donc ouais non j'aimerais beaucoup voir ce qu'ils vont nous proposer à l'avenir. Même si l'univers du suivant me plaisait moins. C'était un peu plus futuriste encore, avec une sorte de méca, etc. Ça me parlait moins. mais Mais non, c'est c'est un Eurogames, éditeur... c'est pas ouais. le... Putain, je l'ai baqué, je l'ai couvert celui-là. J'ai couvert son reprint. Un jeu avec Last dedans. Ah non, je crois que Last Aurora, en fait, c'est pour ça. Mais Last Aurora, c'est pas Aurora Games. Ok, laisse tomber. Non, ils ont fait que Ibris pour l'instant. Ibris et puis le second, toujours dans l'univers de Ibris aussi. Mais j'ai oublié le titre. Oui, donc non, oui, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Il m'a... j'ai du mal à le ressortir parce que là, j'ai trouvé que la courbe d'apprentissage était un petit peu trop raide. Et comme il est en plus long à installer et long à expliquer... Ouais. T'as des jeux qui sont hyper complexes mais qui s'expliquent en 3 minutes. Celui-là, c'est pas vraiment le cas. Et du coup, il est un petit peu effrayant, tu vois. Il est dur à sortir et dur à présenter. Mais je l'ai toujours. Ouais, et puis c'est typiquement le genre de jeu. Si tu joues pas pendant 6 mois, faut que tu réapprennes les règles derrière. Si t'as pas fait 7-8 parties avant pour solidifier un peu le tout. Donc. Et puis là où les 2 premières parties, tu sais même pas ce que tu fais. C'est un petit peu comme Tricarion, tu vois. T'appuies sur des boutons pour voir ce que ça fait, quoi. Et ça, c'est plus dur quand il y a un gros roulement de jeu. Tu sais ce que c'est. Hein. Donc avec tout le bien que j'ai pensé d'Ibris quand je l'ai testé et quand je l'ai retesté avec son extension, il a du mal à sortir entre guillemets naturellement. Je me suis dit oui, ça reste un fleuron, un de nos fleurons. Je suis d'accord. C'est pour ça aussi que j'ai préféré choisir malgré tout Eerie Idle Games parce que le jeu, une fois que je pense que tu y as joué 2-3 parties, après tu sais comment, enfin, t'es pas forcément un excellent joueur, mais tu sais comment jouer. Il est plus facile de réussir à faire quelque chose qui ressemble à quelque chose au bout de 2 parties sans être un pro. Alors que Ibris, vraiment, t'es noyé dans les possibilités. Et pour moi, c'est comme les plus gros jeux Minecraft, tu vois. Et si t'as pas un cercle de pros qui, comme toi, adorent les jeux experts de ouf, c'est un jeu qui est difficile à sortir et à partager. Ouais. J'aurais pu mentionner aussi, mais ça correspondait pas à tes critères pour le coup, mais Bad Comet, que tu couvres assez fréquemment sur la chaîne. Pourquoi il correspondrait pas à mes critères? Parce qu'ils ont plus de 3 jeux déjà. Ils ont plus de 5 aussi, je crois, non? 3 ans aussi. Oui, c'est pas des nouveaux, hein. C'est pas des petits nouveaux, mais ils en ont combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5, voilà.
5, des degrés de complexité différentes. Moi, mon préf, ce sera toujours Shaolia. Mais ils ont plus rien fait dans cette veine-là avant. Après, non, pardon. du tout, ouais. Alors, je le trouvais vraiment trop bien. Puis les soldats, je pense que celui-là, on pourra plus le retrouver maintenant. Après, les autres sont bien. Shal aussi est trop casu pour moi, mais Bon, le jeu Creatures a très bonne presse, hein. Il est, c'est le Pokémon en jeu de société, quoi. Ouais. C'est trop bien. Là, il est trop bien. Même la DA est un petit peu particulière et voilà. Les deux précédents, c'est des jolis jeux de draft slash puzzle, un petit peu réalistes. Donc, ils sont très agréables. Pas ma cam, mais quand ils jouent, tu dis, ouais, c'est beau, c'est chouette, en fait, c'est bien. Ouais. En 12 Par créatures, contre, il va aller chercher autre chose. Wild Serengeti, au final. Non, on l'avait juste trop trouvé bordélique, pour moi, trop chaotique. Ah ouais. Oui, ça se tient. Mais ça reste. Après, ça c'est des beaux jeux. Enfin, ils ont pas fait de mauvais jeux. Mais ouais, voilà. On est peut-être plus le public d'un Wandrous ou d'un Shaolia que d'un Serengeti ou un Shal aussi, quoi. Même Shal aussi m'attire un petit peu quand même. Ça va. Moi, il est trop. C'est pas qu'il est casu, mais il est trop petit format pour moi. Je sais pas comment te dire. Bref, en tout cas, oui. Alors, c'est plus mes critères, clairement. Enfin, les critères que tu m'avais donnés. Mais ouais. Et puis, il est un peu vieux maintenant pour parler d'un espoir, tu vois. C'est comme Ice Makes, ils ont peut-être moins de 5 jeux parce qu'ils sortent beaucoup d'extensions. Mais leur premier Age of Civilization remonte un petit peu quand même. Ouais, quand même. Parce que c'était les tout premiers bacs à l'époque de Xavier et moi-même, et je pense que c'était en 2018 ou 2019. Donc, j'aurais dit ça, exactement, ouais. Ouais, je pense. Et puis, juste, en fait, il n'y en a qu'un seul jeu. Juste, il y en a qu'un seul pour l'instant dans leur catalogue que j'adore, mais je l'adore vraiment beaucoup, alors que les autres m'attirent vraiment pas. C'est Mistwind juste à côté de moi. Et donc c'était comment? C'était First Fish Games. Ah ouais, le premier poisson. Ouais. Celui-là est bien, a priori. Oh, il est génial. Mistwind, il est génial. Mais le truc, c'est que ce qu'ils ont proposé avant, ça me parle absolument pas. Mais vraiment pas. Le truc, c'est que le prochain projet est également dans l'univers de Mistwind. C'est Canals of Windcrest, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Mais le reste, ce qui est proposé avant, genre Duck in Town, ouais, non. Get Off My Land, ouais, non. J'avoue que ça a rien à voir, quoi. Ouais, donc je pouvais pas les mentionner à cause de ça, mais j'attends Canals of Windcrest avec une grande impatience. Qui est plus, qui est la plus adulte, comme Mistwind peut être adulte. Ouais. Mistwind, ouais, j'attends beaucoup. Normalement, on devrait recevoir un proto, donc je l'attends avec impatience. Top, trop bien. Ok. Voilà. J'en avais bien 5-6 autres, mais on va s'arrêter là. Ouais, c'est pas mal déjà, ça fait une belle liste. Bon, les amis, les camarades de combat, camarades de lutte, on se retrouve le mois prochain pour toujours plus de parti pris. Parti pris informé. On va recevoir normalement le mois prochain Noah Sturzer qui bosse chez Arcada, qui a un autre, on pourrait l'appeler un espoir français, mais c'est pareil, leur héros est un peu vieux pour moi, il était plus trop éligible. C'était plus un jeune coq. Donc Noah qui va venir à la fois teaser un petit peu Legends of the Sea, leur nouveau jeu, et puis faire un peu muse avec nous, puisque depuis, ça fait plus d'1 an, je pense qu'on reçoit plus d'éditeurs ici. Le dernier, ça devait être avec vous, David Le Nourri, je crois. Ah, Bad Bomb Game. Je crois, hein. Et ouais, j'ai eu l'opportunité et j'ai eu l'envie d'inviter des gens, donc pourquoi pas refaire ça de temps en temps. Mais ce sera pas que pour parler de Noah, on va continuer à parler de Macron et des impôts, mais avec quelqu'un qui devra subir ça avec nous et peut-être engager sa responsabilité personnelle et légale. C'est pas la bonne idée. Je pense je sais pas s'il se rend compte de dans quoi il met les pieds, on verra. En tout cas, il est très sympa, il est de très bonne volonté et ça risque de lui coûter cher. Je vous dis, alors merci Kevin d'avoir été là comme toujours, hein, donc au chevet de cette émission qui n'en finit pas finalement d'avoir du succès. Et merci à tous ceux qui nous écoutent, à ceux qui commandent beaucoup, je lis, vous le savez, et je réponds à tous vos commentaires avec beaucoup d'avidité. Kevin parfois aussi passe, il peut pas, évidemment il a pas les notifs, il peut pas le faire aussi souvent que moi, mais il passe de temps en temps avec Xavier pour répondre à vos remarques. Donc n'hésitez pas, ça fait plaisir, c'est aussi pour ça qu'on le fait, pas uniquement pour soliloquer pendant des heures. Donc le mois prochain, on n'a pas de sujet. Et ce serait peut-être bien que ce soit pas Kevin qui doive encore nous pondre
une bonne idée. Ce serait bien que je trouve quelque chose. Mais il y avait aussi cette volonté, d'avoir un truc un peu plus léger, un peu plus sympa que encore les trucs qui vont mal, parce que oui, il y a toujours des trucs qui vont mal en ce moment. J'aurais pu vous reparler de Simone, par exemple, qui continue à vendre des IP, mais à un moment, à quoi bon? Certes. Donc on verra si on arrive à rester gai le mois prochain, pardon. D'ici là, portez-vous bien. Sur la chaîne de Nyx, on va parler pas mal d'adaptations de jeux vidéo. Sur la chaîne des Ludovore, on va parler de Zukoil et de autre chose peut-être. De Canals of Windcrest, mais c'est pas pour tout de suite. De Robo Rescue, mais c'est pas pour tout de suite non plus, donc on verra. Pour l'instant, pas grand-chose. Pour l'instant, pas grand-chose, mais le menu crowdfunding qui est à moitié en vacances, parce que bon, c'est juillet-août. Donc on va pouvoir jouer un peu plus. Version léger, et ça fera pas de mal, et comme ça on aura plus de choses à dire la prochaine fois. Portez-vous bien, profitez bien de vos vacances si vous avez la chance d'y être, et puis nous, Kevin, on se dit au mois prochain. À bientôt, salut! Salut tout le monde!